c'est des sujets qui, pour moi, ont un point commun. C'est des sujets qui mettent les gens dans l'impuissance. Et c'est une notion qui est très importante et qui, moi, me travaille beaucoup dans mon parcours professionnel. Comment aider les gens quand ils se sentent très impuissants. Je vous dis ça, c'est pas pour vous parler de moi, ça a vraiment un lien avec le sujet, parce que l'impuissance, c'est le phénomène clé, c'est le sentiment clé que ressent un enfant dans une situation de harcèlement. Il ressent un sentiment d'impuissance. Et moi, je vois très bien en tant que thérapeute, quand vous avez des gens qui viennent vous voir à votre bureau, euh, il y a une partie des gens qui me disent en gros, il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui débloque là-dedans. C'est pas, il y a un problème, il y a un truc qu'il faut rectifier. Par exemple, quelqu'un de très anxieux va me dire, moi j'ai peur, j'ai des peurs très très fortes. euh, et alors que je devrais pas avoir si peur de ça, enfin c'est trop. Ou quelqu'un va me dire je suis complètement déprimé, alors que quelque part bah, il y a des choses qui vont bien dans ma vie. Alors pourquoi je déprime comme ça? En quelque sorte, il y a quelque chose qui va pas dans ma tête et qu'il faut réparer. Mais quelqu'un qui vit un traumatisme, quelqu'un qui vit un harcèlement, il n'a pas ce discours-là. Il se dit pas ça débloque à l'intérieur de moi. Il se dit on me fait quelque chose. Et moi, qu'est-ce que je peux y faire? J'ai rien fait. Et en l'occurrence, pour un enfant harcelé, ça va être mais je vais pas demander moi de m'insulter tous les jours. Enfin, je veux dire qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Et donc il se sent extrêmement impuissant. Et ça, vous verrez que c'est un sentiment clé et qui va expliquer beaucoup de choses, qui va expliquer les choses qui ne marchent pas et les choses qui marchent. Et puis sinon, les deux autres logos, je le dis vraiment en passant, que j'ai mis sur la première diapo, vous avez le logo Comme Si, c'est une chaîne YouTube dans laquelle je fais de temps en temps des vidéos. Alors, je ne suis pas un YouTuber, je ne suis pas un influenceur ou je ne sais quel autre vocabulaire, mais de temps en temps, je fais des vidéos sur la chaîne YouTube. Si d'ici tout à l'heure, vous n'en avez toujours pas marre de m'entendre, eh bien peut-être que vous voudrez aller voir, ça fait quelques ressources gratuites sur le sujet. Sur cette chaîne, de temps en temps, je parle de harcèlement, de temps en temps, je parle des autres sujets qui m'intéressent aussi dans ce domaine. Et puis, on a fait un site un peu spécifique à la méthode qu'on propose, qui s'appelle le jeu de l'idiot. Donc, le site, c'est tout simplement lejeudel'idiot.com. Je vous reparlerai de ce site à la toute fin pour vous expliquer ce qu'il y a dessus. Ce sera plus clair pour vous après m'avoir entendu parler. Donc, je vais avancer dans ma conférence. Mon objectif, c'est pas de vous former intégralement au jeu de l'idiot. On peut pas former intégralement quelqu'un à une méthode en 1 heure de conférence, évidemment. On peut donner un aperçu et surtout, ce qui est très important quand on parle d'une méthode, c'est de donner un aperçu de cette méthode, elle se situe où par rapport aux autres. Le harcèlement scolaire, c'est probablement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. C'est probablement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler à la radio, à la télé, par les hommes politiques, dont peut-être vous avez entendu parler dans vos établissements. Vous avez peut-être lu des choses à ce sujet. Eh ben, il y a des méthodes diverses pour faire face au harcèlement. Et quelle est cette méthode que je vous propose et surtout où elle se situe par rapport aux autres? Ça me paraît très important donc de planter le décor et de vous donner quelques infos, quelques indices sur le jeu de l'idiot. Donc, euh, je mets des fois cette citation en entrée parce que j'aime beaucoup cette citation. Donc, la personne que vous voyez sur l'écran, c'est Claire Danes, donc l'actrice qui a eu toute une carrière après ça. Mais sur la photo, elle a 15 ans. Et je ne sais pas si dans la salle, enfin dans la salle virtuelle, dans les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui, comme moi, sont nés au siècle précédent. Et du coup, peut-être qu'il y en a qui ont été ados dans les années 90, comme moi, et qui ont peut-être vu cette série qui s'appelait Angela 15 ans en français, My So-Called Life en anglais. C'est une série sur des ados, jouée par des ados, ce qui était assez nouveau à l'époque, en fait, parce qu'il y avait des séries sur les ados jouées par des acteurs adultes. Et c'était une série qui se passait dans un lycée américain et qui abordait certains sujets parfois assez frontalement. Ce qui était aussi nouveau pour l'époque. Ça pouvait parler de violence, ça pouvait parler de drogue, ça pouvait parler d'homosexualité, ça pouvait parler de sujets un peu délicats et de façon assez directe. Et donc Claire Danes, elle a 15 ans et elle joue le rôle de cette ado de 15 ans, Angela. Et vous savez, si vous regardez des séries américaines de temps en temps, au début d'un épisode, il y a toujours un espèce de plan avec en voix off, on entend la voix du héros qui vous dit dans les épisodes précédents ou qui vous fait une remarque philosophique globale. Et dans le premier épisode, on voit cette entrée d'un lycée américain, vous savez, avec les casiers là sur les côtés, et on entend la voix de Claire Danes qui dit ça, qui dit School is a battlefield for your heart. L'école est un champ de bataille pour le cœur. Et pourquoi c'est important pour moi de vous dire ça? Parce que, alors, je sais qu'on est dans une association de parents, mais il y a peut-être des enseignants qui nous écoutent. Je ne sais pas s'il y a des enseignants. Il y a peut-être. Possiblement. Alors, il y a Et même peut-être des élèves. et même des élèves.
Alors, je vais dire quelque chose de très embêtant pour les enseignants et j'en suis désolé, mais je leur dis à chaque fois que je fais des formations dans les écoles. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, si on me faisait repasser le bac, là, cette année, moi, j'aurais pas le bac, en fait. J'arriverais pas à réussir à avoir la moyenne au bac. Et pourtant, c'est pas pour me la jouer, hein, mais j'ai eu des très bonnes notes, hein. Vraiment, aujourd'hui, je peux le dire, parce que vraiment, il y a prescription. J'aurais même pas l'air de me vanter, ça ne m'a servi à rien. Il n'y avait pas Parcoursup, donc on pouvait rentrer à la fac à partir du moment où on avait la moyenne. Mais moi, je me suis débrouillé pour avoir mention très bien, des super notes et tout. Franchement, j'ai eu 18 en maths. Enfin, je comprends même pas comment j'ai fait. J'ai eu 18 en maths. Aujourd'hui, je ne saurais plus résoudre une équation du second degré, qui est pourtant la base du lycée. Les lycéens qui nous écoutent ne me contrediront pas. Et donc, j'aurais pas mon bac. Et je suis navré pour les profs de leur dire, mais mince, une grosse partie des choses que vous m'avez dites au lycée, je les ai oubliées. C'est terrible quand même, hein. Le collège, est-ce que je me suis rappelé de ce qu'on m'a dit au collège? Alors, un peu, deux, trois trucs. Je ne sais pas si vous vous rappelez du théorème de Pythagore. Moi, je m'en rappelle. Pour l'anecdote, j'ai eu à m'en servir récemment parce que je faisais du bricolage chez moi et j'ai voulu scier une planche et en fait, ça faisait un angle droit. Et en fait, ça faisait Pythagore et vraiment, ça marche, hein, au millimètre près, c'est incroyable. Je me rappelle aussi que quand le COD est placé avant ou après l'auxiliaire avoir, il se passe pas tout à fait la même chose. Oui, je me rappelle un peu du collège. La primaire, je m'en rappelle bien. Ça va. C'est-à-dire qu'au niveau des connaissances, en tout cas, je sais lire, je sais écrire, je sais compter. Ça agace un petit peu mes enfants que je connaisse mieux mes tables de multiplication qu'eux quand ils les apprennent. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Bah parce que j'ai oublié beaucoup de choses du lycée. Je me rappelle de certains de mes enseignants, mais pas de tout ce qu'ils m'ont dit. Par contre, j'ai un souvenir extrêmement vivant du visage de mes amis. J'ai un souvenir extrêmement vivant de certaines conversations. J'ai le souvenir de mes premières fortes amitiés, de mes premières sorties, de mes premières désobéissances aux parents, de mes premiers amours de lycée. Ça, je m'en rappelle, mais vraiment avec une force extraordinaire. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on apprend le plus à l'école, c'est la relation aux autres. L'école est un laboratoire d'apprentissage relationnel. C'est le groupe principal qu'on fréquente en dehors du groupe famille, et je dirais même principal tout court, parce qu'en vrai, on y passe plus de temps qu'à la maison. Et donc, en fait, ce qu'on apprend le plus à l'école, c'est les autres, c'est les relations aux autres. Et ça, on n'a aucun cours là-dessus. Ah, mais vraiment, on ne nous explique pas comment on fait. Euh, Alors, moi, je suis pas en train de revendiquer qu'on apprenne toutes les compétences psychosociales du monde aux élèves. Genre, je sais même pas comment il faudrait faire. Il y en a qu'une dont je parle. C'est cette compétence qui consiste à faire face à l'agressivité. Parce que parmi toutes ces premières fois que vous avez rencontrées, ces premières amitiés, ces premières amours, ces premières déceptions, etc., il y a aussi les premières agressivités, les premières trahisons, les premiers mots qu'on prend mal, les premières sensibilités à la relation aux autres, les premières fois qu'on nous agresse, et ben, c'est souvent à l'école aussi. Et ça arrive à tout le monde. Je pourrais aussi poser une question, j'aurais pu demander qui aurait de nouveau son bac, je pense que peu de mains se seraient levées. Si vous étiez dans la salle physiquement, je vous aurais posé une question, mais je connais déjà la réponse. Personne, absolument personne ici ne lèvera la main. Personne ne dira oui, je le sais, j'ai posé la question à des centaines de personnes. Est-ce que vraiment quelqu'un peut dire, là on est adulte, hein, par exemple, pour les adultes, mais même les enfants, ça va marcher. Quelqu'un peut me dire, moi, dans ma vie, personne jamais ne m'a parlé mal. Personne ne m'a jamais agressé verbalement. Personne ne lèvera la main. Personne. C'est arrivé à tout le monde. Donc ça arrivera aux enfants. Ça arrivera à vos enfants, ça arrivera à mes enfants, ça arrivera à absolument tout le monde. Et c'est une des deux raisons, vous verrez la deuxième un peu plus tard, qui fait que pour moi c'est très important qu'on leur apprenne à savoir faire face à l'agressivité. C'est fondamental. Et la seule compétence voilà, que je revendique qu'il faudrait apprendre aux enfants, c'est leur apprendre à faire face à l'agressivité. Et c'est pour ça que ce sujet m'intéresse, parce qu'ils rencontreront forcément l'agressivité. Certaines de ces formes d'agressivité, on les appellera harcèlement scolaire. Mais au fond, c'est une des formes de l'agressivité relationnelle. D'accord? Alors je parle bien de harcèlement, donc d'agressivité relationnelle. Je ne parle pas, par exemple, d'un braquage de banque, d'un vol avec une arme, d'une blessure par arme à feu ou par arme blanche, ça c'est coups et blessures, c'est pas du harcèlement. Je ne parle pas des violences sexuelles. Agression sexuelle, viol, bah c'est agression sexuelle, viol, c'est pas harcèlement, c'est pas même selon la loi, c'est pas le même délit. Donc je parle bien du harcèlement qui est la violence relationnelle entre les gens, hein. On est bien d'accord là-dessus. On va bien séparer les domaines. Je ne suis pas là pour apprendre aux gens à savoir faire face à un couteau ou à un fusil, mais aux armes verbales.
Donc le harcèlement, je ne vais pas vous faire des kilolitres sur le harcèlement lui-même. Ce qui m'intéresse plus que le harcèlement, c'est les moyens de s'en sortir. Si vous écoutez les chiffres du harcèlement, c'est des chiffres qui donnent le vertige. Il y aurait un enfant sur 10 harcelé. Ça fait 3 élèves par classe. Ça paraît énorme, même plus dans certaines études. Très politisé, très médiatisé, beaucoup de mesures, beaucoup de programmes, beaucoup de budgets, beaucoup de lois, des journées nationales, etc. Et une efficacité qu'on peut questionner. Parce que moi, je trouve qu'avec tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on entend parler, toutes les affiches, etc., quand on regarde les chiffres tout à fait officiels, on est quand même surpris de ne pas voir une diminution plus nette. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne voit pas de diminution franche, euh, voire même une augmentation de certains modes de harcèlement. Donc, ça questionne quand même. Et vous savez, moi, en tant que thérapeute, une des premières choses qui m'intrigue, c'est quand les gens me racontent ce qu'ils font pour faire face à leurs problèmes et que ça ne change pas. Quand ça ne change pas, je me dis, c'est un réflexe de psy, hein, pardon, mais que peut-être ce que vous faites pour essayer de résoudre le problème est en train de le maintenir. Par exemple, si vous avez une forte anxiété de sortir de chez vous et de parler aux autres, eh ben, la logique, c'est de rester chez vous et de pas trop parler aux autres. Sauf qu'en restant chez vous et en ne parlant pas aux autres, vous augmentez votre peur de vous y confronter. Et donc, vous restez encore plus chez vous, et donc, vous avez peur de parler aux autres, et donc, vous restez encore plus chez vous, etc. Et donc, finalement, la solution que vous avez trouvée n'a fait qu'accentuer le problème. Et donc, je me suis demandé s'il n'en était pas un peu de même pour le harcèlement. Après tout, si on fait beaucoup de choses et que ça n'avance pas, est-ce que ce qu'on est en train de faire n'est pas en train de maintenir le problème? C'est un vrai questionnement. Euh, Cliniquement, comment on voit le harcèlement? Bah, c'est dur de le voir parce que il y a d'autres difficultés qui peuvent prendre la même forme. C'est difficile aussi parce que c'est pas une maladie. Donc, si c'est pas, enfin, c'est pas une maladie, donc il n'y a pas de signe clinique typique. Je dis ça s'il y a des thérapeutes ou des médecins dans la salle, il y a pas, c'est pas une maladie le harcèlement. Qu'est-ce qu'on découvre pour le harcèlement? C'est que les enfants ont du mal à en parler. Alors, ils n'en parlent pas, ils en parlent peu. Il y a beaucoup de campagnes qui sont centrées autour du fait de les faire parler. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Alors, ils n'en parlent pas pour plusieurs raisons. Ils en parlent pas déjà pour une raison qui est commune à tous les gens qui subissent quelque chose. C'est paradoxal pour les gens qui connaissent pas bien le domaine, je le sais bien, mais globalement, les gens qui subissent des choses ont honte de ce qui leur arrive. Peuvent même parfois développer une culpabilité paradoxale pour ce qui leur arrive. Un enfant qui se fait maltraiter par ses parents va se dire ça doit être de ma faute. Une femme qui est violée va dire mais j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Et on a beau expliquer aux gens que ben non, mais pas du tout, enfin, vous n'êtes pas responsable. Et quand quelqu'un subit quelque chose, j'ai même vu des gens qui étaient au Bataclan en novembre 2015 me dire je me sens coupable. Et comment vous pouvez être coupable que des terroristes vous aient... Enfin, oui, mais c'est une mécanique, je ne vais pas entrer dans les détails du psychologique, mais qui fait qu'on a honte de ce qu'on subit. Il y a autre chose qui fait qu'ils ont honte par rapport à ça, c'est la honte de souffrir autant de quelque chose qui peut-être ne serait pas si grave aux yeux des adultes. C'est-à-dire l'enfant est complètement bousillé, mais quelque part il sait que s'il dit aux adultes mais je vais très mal parce qu'on me traite de calculette parce que j'ai des boutons d'acné, ou je vais très mal parce qu'il m'a dit que j'étais moche et mal habillé, mais ils ont peur que les adultes disent, mais en fait, non, mais c'est pas si grave. Et puis, ah non, mais ça va, il t'a traité de tête de pizza, bon, enfin bon, t'as qu'à l'appeler pepperoni, et puis on arrête là, quoi. Non, mais il a dit que t'étais moche, mais c'est pas vrai, t'es très jolie, et puis au revoir. Et donc, en fait, on a des fois tendance à minimiser. Alors, pas tous, évidemment, mais attention, c'est pas parce que l'insulte est petite que la souffrance est petite. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est très important aussi, je le dis entre parenthèses parce que je m'adresse à des parents, c'est très important de ne pas se projeter trop avec nos yeux d'adultes sur ce qui fait mal à un enfant. Je prenais l'exemple il y a 2 secondes, là, j'ai dit une enfant de 13 ans, admettons, on va prendre un exemple comme ça, subit des insultes du genre t'es moche et t'es mal habillé. D'accord. Les femmes adultes qui m'écoutent, par exemple, la plupart d'entre elles, je sais parce que j'ai posé à beaucoup de monde, imaginez que quelqu'un vienne vous voir et vous dise bah, toi, je trouve que t'es moche et t'es mal habillé. Je pense que la plupart des femmes adultes elles vont dire bon, bah, écoute, t'es pas très poli de me le dire, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, si vous êtes une professionnelle et que je viens vous embêter sur vos qualités professionnelles ou vos compétences de mère, là, je sens que ça va crisser un petit peu. Mais si vous parlez à une enfant de 13 ans qui est pas bien dans sa peau, qui a le corps qui change, qui sait pas trop se situer par rapport aux autres, qui est mal dans sa peau, qui est dans l'adolescence où notre corps, je ne veux même pas dire qu'il change, il se déforme littéralement, et qu'à ce moment-là, sur cette zone de fragilité, vous lui dites t'es moche, pour elle c'est terrible. Alors que peut-être si vous lui dites t'as mal fait tes devoirs, bon, peut-être qu'elle va pas tellement se... Ouais, bon, ça dépend lesquels, mais enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de ne pas se projeter.
et de se rappeler que si un enfant souffre, il souffre. Et puis il y a quelque chose de peut-être un peu plus spécifique au harcèlement, c'est la peur des représailles. Les enfants ont peur, en nous en parlant, que si jamais nous intervenons, eh bien leur cas va s'aggraver. Et alors pardonnez-moi, mais entre nous, bah, ils n'ont pas tort. À partir, en gros, du CM1, CM2, a fortiori au collège et au lycée, si vous êtes une balance, si vous êtes un dénonciateur, si vous êtes une poucave, eh ben, ça va barder pour vous, en fait. Et en fait, donc, ils n'ont pas tout à fait tort de craindre nos interventions et de craindre que nos interventions aggravent. Et c'est la raison principale, en fait, qui font qu'ils n'en parlent pas. C'est un fait. Les autres signes ne sont pas complètement spécifiques. Des signes anxieux, bien entendu, qui peuvent aller jusqu'à la phobie scolaire, des idées suicidaires même. Il se passe hélas pas 6 mois sans qu'on n'ait pas un titre de journal qui parle d'un enfant qui s'est donné la mort dans un contexte de suicide. C'est un drame, il n'y a pas de mot absolu. Des signes régressifs. Alors c'est l'enfant qui va refaire l'enfant. Hein, il se l'a joué ado, il voulait grandir, et puis là, on le revoit faire un peu le bébé, on le revoit jouer aux petites voitures avec son petit frère, on le revoit faire des câlinous, parce que comme s'il voulait se protéger de quelque chose. Chez les plus petits, on peut avoir un retour du pipi au lit, enfin, on peut avoir des signes régressifs. On peut avoir aussi, sinon, des signes d'isolement. Un enfant qui va, à l'inverse, plus parler à personne. Il rentre, il claque la porte de sa chambre, on ne peut pas le déranger. Si on toque à la porte, laissez-moi tranquille. Il vient 5 minutes pour manger, il repart. Alors, je parle évidemment pas d'un ado normal qui a des tendances à aller dans sa chambre parce que enfin, moi j'ai un ado à la maison, donc je vois bien, il va de plus en plus dans sa chambre parce qu'il construit son monde à lui. Et puis moi, je lui dis de temps en temps, hey, t'exagères, on se voit déjà pas beaucoup, sors de ta chambre. Mais c'est progressif, j'ai bien vu que c'était progressif. Là, je parle d'une rupture de comportement. Hein. Il peut y avoir des troubles somatiques, c'est-à-dire en lien avec le corps, somatique. Fonctionnel, ça veut dire pas organique dans notre jargon, c'est-à-dire c'est pas lié à un organe, c'est une fonction qui va pas bien. C'est un enfant qui va avoir hyper mal au ventre le dimanche après-midi. Mais je parle pas du petit blues du dimanche soir qui va se tordre de douleur. Un enfant qui va faire des crises d'asthme ou d'eczéma, mais juste à des moments bien choisis. Par exemple, pas trop la première semaine des vacances, mais la deuxième. Vous voyez. Mais tout ça, c'est atypique. Il n'y a aucun signe vraiment typique. Et c'est ces signes-là qui devraient alerter de temps en temps et faire demander aux enfants, mais comment ça va avec les autres, en fait? Comment ça va avec les autres à l'école, par exemple? Bon, voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur le harcèlement. Je vais m'intéresser plutôt aux moyens de se sortir du harcèlement. Le temps passant toujours trop vite quand je parle de sujets qui me passionnent. Euh, alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'impuissance. Encore une fois, c'est le sentiment le mieux partagé par tous les acteurs du harcèlement. J'ai mis la couverture du livre, c'est pas pour faire de la pub pour le livre, c'est juste que je trouvais que l'éditeur a choisi une photo où l'enfant a l'air vraiment pas bien. Il a l'air vraiment de pas savoir quoi faire et de regarder au sol et d'être désespéré. Euh, et alors, l'élève ressent de l'impuissance. Il sait pas quoi faire. On l'embête tous les jours. Il sait pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, même quand il sait, il trouve ça disproportionné, puis il sait pas quoi faire. Et en fait, il va y avoir une espèce de, vous savez, comme ce jeu là, la passe à 10, on va se passer la balle, comme les rugbymen là, qui se passent le ballon, et ben on va se passer l'impuissance, comme une patate chaude. Et donc l'élève se sent impuissant, donc en général, il va, si jamais il en parle, il va passer son impuissance aux parents. Il va aller voir ses parents et dire, moi, je sais pas quoi faire avec ça, aide-moi. Les parents se disent, mais il faut que je fasse quoi avec ça? Donc souvent, les parents vont passer leur impuissance aux enseignants ou aux écoles en leur dire, mais écoutez, mon enfant est embêté tous les jours à l'école, c'est pas possible, il faut que vous fassiez quelque chose. Et puis les enseignants ou les institutions vont dire, oh là, ben, il faut qu'on agisse, puis ils vont faire des choses, mais pas toujours efficaces. Et puis ils savent pas trop quoi faire, alors des fois, ils passent le relais même au-dessus, ailleurs. Ou à des soignants. Tiens, non, cet enfant, il va vraiment très mal. On va l'emmener voir une infirmière scolaire, un médecin scolaire, un psychologue, un psychiatre. Et puis des fois, j'ai des enfants dans mon bureau avec ce problème-là. Et en fait, tout le monde se sent impuissant dans l'affaire. Personne ne sait trop ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. Et alors, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Je cite parfois pour anecdote, si vous vous rappelez, je ne vais pas parler de politique, hein, bien sûr, c'est juste pour vous donner un exemple. Pendant le temps assez bref où Gabriel Attal a été ministre de l'Éducation nationale, vous vous rappelez peut-être, il a beaucoup parlé du harcèlement avec beaucoup de, je sais pas comment dire ça, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'empathie. C'est pas un secret, il l'a jamais caché qu'il a lui-même vécu du harcèlement quand il était jeune. C'est un sujet qui lui tient extrêmement à cœur. Et il y avait une émission où il expliquait les mesures qu'il voulait prendre, etc., etc. Et il dit à un moment une phrase du genre, mais moi, pour le harcèlement, je suis preneur de toute idée, de toute solution. Et je me suis dit, moi qui aime bien la communication et qui m'y intéresse, je me suis dit, c'est pas possible, un homme politique ne parle pas comme ça. En général, je ne sais pas si vous avez remarqué, les hommes politiques, ils disent qu'ils ont la solution.
Ils disent qu'ils savent ce qu'il faut faire. Ils disent qu'ils vont savoir mieux que les autres. Ils disent qu'ils ont déjà consulté des gens. C'est rare que quelqu'un dise, moi je suis preneur, donnez-moi des idées. Il l'a pas dit tout à fait comme ça, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. Et moi, ça m'a frappé parce que je me suis dit, euh, ben, c'est un aveu d'impuissance aussi. Et même les hommes politiques savent plus trop ce qu'il faut qu'ils fassent. Je crois qu'ils sont sincères dans leur engagement, mais je crois qu'ils voient bien les limites des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire face à tout ça? Alors, je vais vous parler des méthodes pour faire face au harcèlement. Les méthodes les plus connues, c'est les méthodes que j'appellerais les approches anti-harcèlement. Je ne vais pas vous détailler le détail d'où ça vient, parce que ce serait une histoire passionnante, mais un peu longue. Mais en gros, on sait d'où ça vient. Ça vient notamment de ce psychologue-là, ce chercheur en psychologie qui s'appelait Dan Olweus, qui s'est intéressé au phénomène depuis les années 80, qui n'a pas eu beaucoup de succès, et qui a eu du succès tardivement, quand il y a eu le massacre de Columbine aux États-Unis, si vous vous rappelez de la fusillade. À ce moment-là, les psychologues scolaires américains se sont dit, oh bon sang, il y a un problème. Pourquoi il y a de la violence comme ça dans les lycées? Ils se sont rendus compte que les gamins qui avaient fait le massacre de Columbine étaient harcelés, en fait. Ils avaient laissé une vidéo d'adieu où ils disaient nous sommes harcelés et nous allons nous venger, en fait. Et là, les psychologues scolaires se sont dit mais bon sang, on a un problème. Le harcèlement scolaire, ça fait de la violence sur soi quand il se suicide et ça fait de la violence sur les autres quand ils se vengent. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et les chercheurs d'Olveus qui travaillaient depuis 20 ans là-dessus ont dit mais nous, on a une solution. Ça fait 20 ans qu'on travaille le concept. Jusque-là, en gros, ça n'intéresse personne. Mais nous, on a des idées. Et ils avaient toute une approche et tout un programme. Et les écoles américaines, un peu dans la panique, se sont mises à acheter parce que les écoles qui achetaient des programmes. C'est pas évidemment un programme national. Aux États-Unis, ça fonctionne pas avec un programme national, hein. Vous savez bien, il n'y a pas de programme national. D'ailleurs, Donald Trump a supprimé le ministère de l'Éducation nationale parce qu'il trouvait que ça coûtait trop cher. Donc, en gros, l'idée, c'est que les écoles étaient libres de leurs décisions, mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et les approches ainsi sont devenues majoritaires, des approches dans lesquelles on va vouloir, en gros, pour simplifier, changer l'école pour en faire un endroit dans lequel il n'y aura plus d'agressivité. Alors, vous sentez déjà une des raisons pour lesquelles on pourrait être critique de ces approches. Si l'objectif d'une approche, c'est de débarrasser l'école de toute agressivité, si on prend en compte ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est que tout être humain rencontrera l'agressivité, qu'il n'y a aucun groupe humain dans lequel il n'y a pas d'agressivité, même le groupe humain le plus petit, 2 personnes, même un couple, il paraît que certains couples se disputent. Je sais pas, j'ai entendu dire. Bon. Euh, donc, a fortiori, un plus grand groupe humain que vous laissez ensemble longtemps va se disputer. Pour ceux qui ont plus d'un enfant à la maison, vous savez ça aussi, hein. Sur quoi reposent les approches anti-harcèlement? Alors vous allez voir, nous on fait pas des approches exactement Olveus en France, mais ça a eu une influence de dingue. Tout le monde s'inspire de lui sans même le savoir. Il y a plein de gens qui connaissent pas son nom, mais qui font des approches qui y ressemblent. Les piliers sur lesquels repose l'approche Olveus, selon moi, se résument un peu ainsi, c'est mon résumé, mais voilà, c'est qu'il faut dénoncer ce qui se passe, il faut dire, il faut parler de la violence qu'on subit, il faut protéger la victime, la soutenir, et il faut sanctionner l'agresseur. Alors sanctionner pour le dissuader, sanctionner pour l'éduquer, bon, on peut en parler, hein, voilà. Mais en gros, dénoncer, protéger, sanctionner, c'est quand même le triptyque majeur. Et vous voyez bien que c'est les approches tout à fait dominantes qu'on a quand même. Ce qu'on encourage les gens à faire, c'est de dénoncer les violences, de soutenir les victimes de violences et de sanctionner les agresseurs. Et je danse un peu sur des œufs parce que je vous ai dit que j'allais critiquer les autres approches. Et du coup, on pourrait se dire, mais comment tu peux critiquer un truc pareil? Attends, qui pourrait ne pas être d'accord avec dénoncer la violence, soutenir les victimes de violence, sanctionner les auteurs de violence? Je veux dire, ça tombe sous le sens, non? Oui. Alors déjà, premier point, je ne parle pas de critiquer les approches qui visent à dénoncer, soutenir et sanctionner dans toutes les violences possibles. Je parle bien du harcèlement. Je ne suis pas là pour entrer dans un débat sur l'intérêt de la sanction pour les délits et les crimes, hein. Je parle bien du harcèlement. Mais la deuxième chose, c'est que oui, je pense qu'on peut se poser des questions sur cette approche, parce que j'ai un petit problème avec cette approche. Ah, bah alors, un petit problème que certains trouveront mineur, mais quand même. Mon petit problème, bah, c'est que ça marche pas. Alors, attention, je ne vais pas vous dire que ça ne marche jamais. Je suis convaincu qu'il y aura des personnes qui auront des contre-exemples où parfois une approche centrée sur la sanction, la punition, a fonctionné pour dissuader des agresseurs. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas dit
que ça marche toujours. Voire même, c'est possible que ça marche peu. Et surtout, mon gros problème, c'est que quand ça marche pas, ben ça aggrave. Alors, comment je sais que ça marche pas? Alors, je sais que ça marche pas parce qu'on a quelques statistiques. Ça fait quand même plus de 25 ans de mise en pratique aux États-Unis. On a quand même quelques informations. Malgré ça, on continue. Olveus dit qu'il avait eu 50% d'efficacité quand il a fait une étude en Suède. Alors, 50%, ça veut dire que la moitié du harcèlement continue quand même. Et puis, surtout, ces 50%, ils n'ont jamais été reproduits, à ma connaissance, par aucune étude indépendante. Alors, si jamais il y a des gens qui lisent bien la littérature anglophone et qui trouvent un contre-exemple, je suis tout à fait preneur de mise à jour. Moi, j'en ai pas trouvé, en tout cas, des études qui reproduisent un tel chiffre. Si vous cherchez des études sur le sujet, que vous tapez les mots-clés en anglais, c'est peer victimization, P-E-E-R, victimization. La victimisation entre pairs, c'est le nom savant du harcèlement dans les études, dans les recherches. Alors, qu'est-ce que disent les études? Bah, les résultats sont faibles, voire paradoxaux. Alors, moi, j'aime bien citer celle-ci, qui date d'il y a une dizaine d'années, mais qui est une étude énorme de l'Université du Texas sur les programmes anti-harcèlement. Et je vous traduis la phrase qui est en anglais en bas. Étonnamment, la prévention du harcèlement a eu un effet négatif sur la victimisation entre pairs. Contrairement à notre hypothèse, les élèves qui fréquentaient des écoles avec des programmes de prévention du harcèlement étaient plus susceptibles d'avoir rencontré la victimisation entre pairs quand on les compare à ceux qui fréquentaient des écoles sans programme de prévention du harcèlement. C'est quand même sidérant que ça aggrave le problème. Et non, ce n'est pas un effet loupe, hein, puisqu'on a pris des écoles avec et sans programme et qu'on l'a testé avant, après. Donc, c'est assez clean comme étude, mais il y en a d'autres, je ne vais pas vous saouler de chiffres, mais vous voyez qu'ils ne sont pas extraordinaires. 14%, 20%, peu efficaces, 12%. J'ai une grande tendresse pour cette étude de 2018 qui dit qu'il y a des résultats positifs pour les enseignants, mais pas pour les élèves. Voilà, bon, donc les enseignants vont mieux, c'est déjà ça. Bref, je ne vais pas faire trop d'ironie, ça marche assez peu, et si on continue des approches qui marchent peu, c'est surtout parce que ça semble moral, et parce qu'on a du mal à questionner un truc qui paraît aussi logique en apparence. Protéger les victimes, dénoncer ce qu'elles subissent, sanctionner les agresseurs, diable, ça paraît quand même la chose à faire, non? Sauf que, sauf que, avec un minimum de psychologie, on va vite comprendre que ça ne marche pas. Moi, j'aurais pas eu besoin des statistiques en fait pour savoir que ça marche pas. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça marche pas et pourquoi, en tout cas, quand ça marche pas, ça empire le problème. Je vais vous expliquer. Bon, peu importe, vous n'êtes pas obligé de lire la diapo. Essayez de, de suivre juste par rapport à ce que je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très 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 simple. Hein, c'est pas compliqué du tout, mais voyez bien le concept. Je pense que je peux parler 2 minutes de psychologie, et notamment ce qu'on appelle de systémie, donc vraiment la partie de la psychologie qui s'est occupée des relations entre les gens. Hein, les systémiciens, c'est ceux qui ont inventé la thérapie familiale, par exemple, et des choses comme ça, les thérapies de couple, qui s'intéressaient aux interactions entre les gens. Donc c'est des gens assez importants. C'est à eux qu'on doit notamment des notions dont vous avez probablement entendu parler, qui sont le fait qu'on communique par un langage verbal et un langage non verbal. Je pense que ça, c'est une notion aujourd'hui qui est devenue évidente pour tout le monde, qui ne l'a pas toujours été. Euh, et peu importe, hein, s'il y en a qui sont thérapeutes, vous avez entendu parler de ça aussi, le langage purement verbal, c'est ce qu'on appelle le langage digital, et le langage non verbal et paraverbal, c'est ce qu'on appelle le langage analogique. Mais peu importe les termes techniques, il y a le message de mes mots, et il y a le message de mon corps, et de mon comportement. D'accord? Et il y a toujours deux messages à la fois quand on parle à quelqu'un. Alors essayons de comprendre ce qui se passe. Je travaille dans une école et j'ai des méthodes punitives, comme celles qu'on vient de voir. Il faut punir les agresseurs et c'est comme ça qu'on va les faire arrêter. Un élève vient me voir et il me dit, c'est terrible, j'en ai marre, on m'embête tous les jours, on m'insulte, on m'humilie dans la cour, je sais plus quoi faire. Normalement, ma réponse va être, eh bien écoute, tu as bien fait de venir m'en parler. Ce qui t'arrive est grave, ça s'appelle du harcèlement scolaire, ça porte un nom, et c'est normal que ça te fasse souffrir, et donc moi je vais te protéger, je vais m'occuper des autres là qui t'embêtent pour qu'ils arrêtent. En fait, voilà ce que je vais faire. Alors, ce langage verbal est extrêmement rassurant en apparence, ça fait plaisir à entendre. Sauf qu'il y a un langage non verbal. Quel est le langage non verbal qu'on a dit à l'enfant? Vous vous rappelez, je vous ai dit, hein, quel est le sentiment que ressent l'enfant qui est harcelé? C'est l'impuissance. Hein. Donc, le langage non verbal que je lui ai dit là, à cet enfant, c'est au fait, mon gars, tu te sentais impuissant par rapport à ce qui t'arrive? Eh ben, tu l'es. Ben oui, tu es impuissant, puisque je dois faire le travail à ta place. Si je dois faire le boulot à ta place, c'est le signe que tu es impuissant. Et ça, ce langage-là, il parvient tout à fait aux oreilles et au cerveau de notre interlocuteur, même s'il s'en rend pas compte. Ça, c'est ce que les systémiciens appellent le paradoxe de l'aide. Et vous allez très bien le comprendre, quand j'aide quelqu'un, nous disent-ils, on lui dit deux choses.
On lui dit, je t'aide parce que j'ai de la compassion pour toi, je t'aide parce que je veux t'aider, parce que j'ai de l'empathie, voire parce que je t'aime. Je peux aider quelqu'un parce que je l'aime. Amour au sens très très large, hein. Mais aussi, je t'aime parce que tu n'en es pas capable. Et si vous avez un enfant de 4 ans qui vous dit, papa, maman, est-ce que tu peux m'aider à couper ma viande dans mon assiette? Normalement, vous allez lui dire, bah oui, bien sûr. Je t'aide parce que je t'aime et je veux que tu manges. Et puis je t'aide parce que tu n'y arrives pas. Mais si vous avez, comme moi, un grand ado de 14 ans et d'1,70 m et qui vous dit, ouais, papa, tu peux me couper mon steak? Vous allez lui dire, non, mais attends, tu plaisantes. Enfin, comment tu fais à la cantine? T'appelles le surveillant pour qu'il. Ah, pourquoi vous ne l'aidez pas? C'est parce que vous ne l'aimez pas? Si, bien sûr que vous l'aimez, évidemment. Mais vous ne l'aidez pas parce qu'il en est capable. Vous ne l'aidez pas parce que vous ne voulez pas lui laisser le message. Par contre, s'il se casse le bras, bah, évidemment, vous allez l'aider parce qu'il n'en est pas capable temporairement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on aide quelqu'un, on lui dit qu'il n'en est pas capable. Et donc, on lui dit qu'il est impuissant. Et il ne faut pas confondre l'innocence et l'impuissance. Il y a des types d'agressions pour lesquelles je suis innocent et impuissant. Si tout à l'heure je sors des locaux de l'appel et je vais dans la rue et que je me fais agresser dans la rue par quelqu'un de plus fort que moi, qui me tape dessus parce qu'il veut me voler mon téléphone, bah, je suis innocent, je vais rien demander, hein, je veux dire, bon, voilà, mais je suis impuissant, il est plus fort que moi, je ne sais pas me battre. Par contre, si à la fin de la conférence, la personne qui est responsable de l'appel me dit c'était nul votre conférence, vous êtes vraiment un imbécile, je suis innocent, hein, je ne lui ai pas demandé de m'insulter, mais je ne suis pas impuissant. Et c'est tout mon credo, c'est on n'est pas impuissant par rapport aux violences relationnelles. On peut y faire quelque chose. Contrairement aux violences physiques par quelqu'un de plus fort que nous, où là, on ne peut vraiment rien y faire. Donc, le problème de l'approche, c'est qu'il laisse l'idée à l'enfant qu'il est impuissant. L'autre idée qu'il lui laisse, et ça c'est intéressant quand même, c'est qu'on est en train de lui dire, seul un adulte peut résoudre le problème. Et là, il va vite déchanter, parce que le harcèlement est un problème qui se produit en dehors de la présence des adultes. Parce qu'aucun harceleur n'est assez débile. Enfin si, il y en a qui sont débiles, pardon. Mais la plupart des harceleurs ne sont pas assez débiles pour faire du harcèlement sous les yeux du surveillant quand même. Donc, vous êtes en train de lui dire, seul un adulte peut résoudre le problème, et en même temps, c'est un problème qui se produit en dehors des yeux des adultes. Conclusion, on ne peut pas le résoudre. C'est embêtant, hein? Donc vous avez en fait renforcé cette impuissance. Et l'enfant va vite s'en rendre compte. Et il va vite se sentir encore plus impuissant. Moi, je dis souvent que l'enfant, il a une impuissance à 2 niveaux, hein. Il a une impuissance au carré. Vous et moi, quand on est impuissant, c'est qu'on ne sait pas faire quelque chose. On n'y arrive pas, on se sent impuissant par rapport à une situation, d'accord? Mais un enfant, pour qu'il se sente impuissant, il faut que lui, il n'y soit pas arrivé et qu'il ait demandé à des adultes qui lui ont dit: «On va le faire» et qu'il n'y soit pas arrivé non plus. Et à ce moment-là, il se sent vraiment, vraiment impuissant. Et c'est ça qui le mène au désespoir. Et si vous voulez, le problème, c'est que, et c'est ça qui les mène, même, pardon d'aborder des sujets aussi graves et qui moi-même me bouleversent, mais c'est ça aussi qui va mener certains au suicide. Une fois, j'avais dit dans une vidéo, de manière peut-être un peu provocante, mais j'y crois vraiment, j'avais dit personne, mais vraiment personne ne se suicide parce qu'il est harcelé. On ne se suicide pas parce qu'on est harcelé. On se suicide parce qu'on se sent impuissant face au harcèlement. Et c'est pas la même chose. Et quand est-ce qu'on se sent impuissant face au harcèlement quand on est un enfant? Quand on n'a pas pu le résoudre et qu'un adulte qui nous l'avait promis n'a pas pu le résoudre. Je connais aucune histoire où un enfant s'est donné la mort dans laquelle les adultes n'étaient pas intervenus. Aucune, vraiment. J'attends toujours un contre-exemple, j'en ai toujours pas vu. Les adultes étaient intervenus et l'enfant a constaté qu'on s'en sortait pas malgré tout. Vous voyez? Mais je vais avancer dans mon raisonnement. Qu'est-ce que je vais dire à l'agresseur si je suis dans une école et que j'ai une méthode punitive? Je vais dire à l'agresseur: écoute, ce que tu as fait, mon gars, c'est vraiment interdit, c'est pas bien du tout, ça s'appelle du harcèlement scolaire et c'est très grave, et tu peux être puni pour ça. Ça, c'est le message verbal. Et sur le plan non verbal, je lui dis: au fait, si jamais tu cherchais la personne qui ne sait pas faire face par lui-même, tu l'as trouvé. Donc si tu te fais pas choper, bah ça ira en fait. Et ça, ce message non verbal, il n'échappe pas à l'enfant. Faut pas s'étonner, par exemple, que si le harcèlement a très peu diminué, le cyberharcèlement a beaucoup augmenté. Et c'est pas parce qu'ils utilisent Internet, parce que la majorité des gens cyberharcelés le sont dans la vie réelle. Mais c'est juste que si on est très surveillé et qu'on va prendre des punitions, ben on va le faire là où on ne sera pas puni, sur un écran derrière l'anonymat. D'accord? Et en faisant tout ça, on n'a pas donné à l'enfant les moyens de s'en sortir. On lui a dit qu'un autre que lui allait résoudre le problème. Ce qui est un vrai problème, puisqu'on ne lui a pas donné les compétences pour y faire face. Et il n'y aura pas toujours toute la vie quelqu'un d'autre que moi pour résoudre le problème de la violence relationnelle. Et encore une fois, différent de la violence physique. Si c'est de la violence physique, si c'est un vol, si c'est un braquage, oui, j'ai besoin d'autres, j'ai besoin de gens plus forts que moi, de gens armés, j'en sais rien.
Vous voyez? Ce que ça donne aussi, et ça dans les écoles, ils le savent très bien, c'est que ça donne une vision binaire dans laquelle il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. En vrai, c'est pas toujours si simple. Parfois oui, mais parfois pas du tout. Il y a des anciens harceleurs, il y a des anciens, pardon, harcelés qui deviennent harceleurs. Ça, c'est un fait, c'est indiscutable. Il n'y a pas des gentils d'un côté, des méchants de l'autre. Il y a des anciens meilleurs copains qui se mettent à harceler. Il y a des conflits entre enfants qui dégénèrent et où parfois celui qui a parlé plus fort ou qui a frappé plus fort va être appelé le harceleur et l'autre harcelé. Mais si ça se trouve, ça fait des mois que les deux souffrent du comportement de l'autre. D'ailleurs, quand on attrape des enfants en train d'embêter d'autres enfants, en général, la première chose qu'ils disent, c'est mais c'est lui qui a commencé. Et l'autre, il dit, ben non, c'est lui qui a commencé. Il y en a bien un des deux qui dit vrai, et c'est pas toujours celui qu'on croit. Donc, c'est plus compliqué qu'une vision binaire avec des gentils et des méchants. Et cette idée-là, qu'il faudrait faire ça, renforce cette vision. Et puis, ça a un effet sur l'agresseur, c'est que si vous punissez l'agresseur, bah, fatalement, vous lui donnez des envies de vengeance. Fatalement. Et c'est ce que craignent les enfants. Ah ouais, bah non seulement tu m'as embêté, c'est toi qui as commencé, et en plus, à cause de toi, j'ai été puni, bah tu vas voir. D'accord? Et donc, toute cette affaire-là, ça ne les aide pas à résoudre leurs conflits. Et au contraire, peut-être même que ça peut les aggraver. Donc, je crois qu'il faut être méfiant avec ce genre d'approche. Je crois, et qu'elles sont pas fonctionnelles. Et je crois que les gens qu'on reçoit dans nos bureaux, nous, les thérapeutes, ce sont des gens pour qui ce genre de méthode a souvent déjà été essayé. Hem, Sans succès. Et c'est pas par hasard si c'est sans succès. Je m'excuse d'avoir été un peu long sur cette partie, mais ça me paraît fondamental. Je vais avancer. Les approches, qu'on a du coup en France sont très, très juridiques, très incitatives, très légales, et donc on peut se poser des questions sur leur efficacité, je pense que vous l'aurez compris. Il y a d'autres méthodes, la méthode de la préoccupation partagée, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est très à la mode dans le programme phare de l'éducation nationale. Je rentre pas dans les détails, je dis juste que c'est une méthode, je dis juste pour ceux qui la connaissent, que c'est une méthode intéressante parce qu'elle aide à casser les effets de groupe, mais c'est une fois de plus une méthode où c'est un adulte qui a dit à l'enfant qu'il allait résoudre le problème. Alors il le résout d'une manière non punitive, il faut reconnaître ça quand même, mais c'est quand même les adultes qui résolvent le problème et pas la victime qui apprend des choses. Il y a un grand absent des politiques anti-harcèlement, c'est la victime en fait. On essaye d'arrêter les agresseurs, on essaye de changer le climat de l'école, on ne s'occupe pas de la victime. Et on ne dit pas à la victime quoi faire si on t'embête. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui manque énormément. Alors, je suis pas le seul à dire qu'il faut aider les victimes, mais il y a des gens qui le font un peu différemment de moi. Je cite ce livre, c'est pas pour pointer du doigt particulièrement cette autrice, Emmanuelle Piquet, mais c'est la principale représentante, il y en a d'autres, de ce courant-là, qui voudrait aider les victimes, certes, mais les aider en, alors je simplifie, et j'imagine que si elle m'écoutait, elle m'en voudrait sûrement de simplifier comme ça, mais qui en gros voudrait inciter les personnes en quelque sorte à contre-attaquer. Elle dirait peut-être pas que c'est des contre-attaques, mais quand même, il y a un vocabulaire très guerrier, vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle ou vu sur les réseaux sociaux, elle parle quand même de lancer des flèches, de décocher des flèches en retour, hein, de lancer un boomerang relationnel, donc pour que la violence soit répercutée sur l'agresseur, par l'enfant lui-même. Alors, euh, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que ce soit l'enfant qui soit équipé. C'est sûr que du coup, il n'est pas une balance. Mais en même temps, il y a des éléments qui font que ça peut marcher, mais ça peut aussi poser des soucis. Par exemple, bah déjà, ça demande une grande inventivité parce que c'est basé sur des répliques extrêmement sur mesure par rapport à ce qui est subi. Sauf que si on vous fait une autre remarque, il faudrait créer de nouveau des répliques avec de la répartie. C'est difficile aussi parce que c'est pas toujours dans le naturel des enfants qui sont timides, introvertis, qui s'en prennent plein la tronche. Et puis il faudrait qu'ils puissent riposter face aux autres, dans la cour. Bon, c'est très très dur et on voit que ça demande beaucoup d'efforts. C'est difficile aussi parce que ça peut rater. Imaginez que vous vouliez répondre à quelqu'un et qu'au moment de répondre, vous bafouillez, bah, tout le monde va rigoler et ça risque d'être pire pour vous. Mais imaginez même que vous réussissiez et que vous lui le remballez devant tout le monde. Et il peut aussi avoir envie de se venger et revenir le lendemain. C'est pas du tout dit que ça va l'arrêter. En vérité, ça revient quand même à une méthode punitive, sauf que la punition a été infligée par l'enfant. Et surtout que ce qui est proposé, c'est de donner cette réplique devant les copains. Pour que tout le monde voit que moi, il faut qu'on me respecte. Donc, je suis en accord avec beaucoup de points sur le constat, puisqu'on fait le même constat, enfin c'est même moi qui fais le même constat que ces personnes-là, puisqu'ils étaient là bien avant moi, ils font le même constat sur le fait que les interventions des adultes pourraient aggraver le problème. Par contre, sur la méthode pour reprendre, transformer les enfants en agresseurs à leur tour, pour moi ça augmente les conflits,
et ça augmente le climat de violence. Alors certes, un conflit, c'est moins malsain qu'un harcèlement, mais enfin quand même, quoi. C'est un peu compliqué et c'est un peu, comment dire, confirmer la loi du plus fort. Voilà. Alors que, en fait, je pense que ce que les enfants veulent, c'est pas être plus fort que celui qui les embête. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils arrêtent. Et ce qu'ils veulent, c'est avoir des relations plus pacifiées, plus amicales dans la cour. Et je suis pas sûr qu'on obtient des relations plus amicales en adoptant un comportement agressif. Voilà. Et je pense que ce que veulent vraiment les enfants, c'est juste que ça s'arrête et qu'on les laisse tranquilles et qu'ils puissent vivre une scolarité plus pacifiée. Donc moi, je parle beaucoup de pacification en fait des relations plutôt que résoudre les conflits en contre-attaquant. Voilà, là j'ai été plus vite sur les dernières méthodes, j'ai fait un tour d'horizon des méthodes existantes pour vous dire que, voilà, pour moi, tel Spider-Man à l'envers, on prend le problème à l'envers. On oublie les principaux concernés, qui sont les victimes, et qu'il faut aider à savoir apaiser des relations qui ont mal tourné, des relations qui sont devenues répétitives et toxiques. Et honnêtement, vous admettrez que c'est un cadeau à faire pour toute la vie. Je détaille pas tout ce que je dis sur les diapos parce que je voudrais avancer, mais juste pour dire pour l'anecdote, mais c'est vrai, moi, j'ai jamais autant compris ce proverbe que depuis que je m'occupe de harcèlement. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je m'étais jamais vraiment penché sur le sens de ce truc-là, je l'avais déjà entendu, mais depuis que je m'occupe de harcèlement, ça m'a frappé, mais vraiment comme je sais pas, une évidence, que l'enfer du harcèlement est pavé des bonnes intentions de ceux qui veulent le résoudre. Ils ont tous des bonnes intentions. Toutes les personnes dont j'ai critiqué les méthodes, j'ai jamais critiqué les personnes. C'est tous des gens de grande valeur, c'est tous des gens avec des intentions qui sont magnifiques et on a à peu près les mêmes. On voudrait que le harcèlement se calme, que les enfants vivent mieux leur scolarité et que quand il y en a, ils fassent pas trop mal. Donc tout le monde a des bonnes intentions dans l'affaire, hein. Mais l'enfer aussi est pavé de bonnes intentions. Et par exemple, les méthodes punitives, c'est vraiment plein de bonnes intentions. Et pourtant, c'est l'enfer. Et donc, du coup, parce qu'il faut voir ça, hein, quand on lutte de façon institutionnelle, le phénomène stagne ou s'aggrave. C'est une constante. Donc, il faudrait quand même que ça commence à nous interroger. Et en général, quand il y a un nouveau cas de harcèlement, on annonce plus de punitifs. Voilà. Et ben, ça ne résoudra pas le problème. Alors, en tant que parent, puisque je parle aussi à des parents, c'est frustrant. Parce que si on s'en prend à nos enfants, la chair de notre chair, la première idée qui nous vient, spontanément, naturellement, je parle pas de réfléchir, hein, comme ça, sans réfléchir, bah, c'est le punitif. Punissez-le, touchez pas à mes gosses. Punissez-le, ou vengez-vous, ou on a envie de dire à notre enfant, mais vas-y, fais quelque chose, riposte. Enfin, donc c'est très satisfaisant sur le coup de se dire, ah, le harceleur, il faut qu'il paye la monnaie de sa pièce. Sauf que si ça aggrave la situation de notre enfant, c'est pas rentable à long terme. Mais alors, pas du tout, en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Surtout qu'à un moment, le punitif atteint sa limite. On ne peut pas mettre toutes les punitions du monde. On ne peut pas condamner à la prison à vie un enfant pour des insultes aussi méchantes soient-elles. Il y a une proportionnalité. Et donc, à un moment, ça aura une limite. Ça aura une limite. Donc, il va falloir apprendre à faire face. Et puis, ça peut recommencer. Il y a des tas de gens qui ont l'expérience que on change leur enfant d'école, il se refait harceler. Il y a des gens qui ont l'expérience, on dégage de l'école le harceleur. Il y a d'autres harceleurs qui s'y mettent et qui se mettent à défendre celui qui vient de partir, qui continue à les téléguider par réseaux sociaux. Donc on voit bien que la punition a des grandes limites quand on parle des violences relationnelles. Ah, j'espère que vous n'êtes pas trop désespérés en me disant mais il n'y a pas de solution, c'est pas possible, il n'y a rien qui marche, c'est horrible. Alors moi j'ai essayé de trouver quelque chose qui marche en me disant qu'il fallait avoir une méthode qui soit basée sur l'expérience, qui soit basée sur l'apprentissage, qui soit basée sur le jeu, qui pourrait décourager l'agresseur, mais sans qu'une autre personne fasse son travail et sans devenir soi-même agresseur. C'est-à-dire, moi je me dis que le rôle de l'adulte, qu'il soit parent, qu'il soit enseignant, le rôle de l'adulte, c'est d'accompagner l'enfant et de lui enseigner des compétences pour qu'il puisse être autonome, pour qu'il puisse s'en sortir sans nous. Ça aussi, ça peut paraître un peu frustrant pour des parents, mais notre but dans la vie, je suis désolé, c'est de devenir inutile. C'est qu'à un moment donné, nos enfants n'aient pas besoin de nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne se verra plus, mais on se verra parce qu'on aura envie, pas parce qu'on aura besoin. Et donc, si notre but, c'est de devenir inutile, c'est qu'il faut leur donner des compétences. Bon. Alors, quelles compétences faut-il leur donner? Alors, je cite au passage, je n'ai pas le temps de parler de lui, il y aurait beaucoup à dire. Easy Kalman, qui est la personne qui m'a inspiré cette méthode, c'est un psychologue scolaire américain, aujourd'hui à la retraite, mais qui a travaillé sur le sujet, un peu à contre-courant de tout le monde, donc pas très écouté par les autres, par le mouvement anti-harcèlement, mais qui est quelqu'un de très intéressant et dont les idées m'ont inspiré pour créer le jeu de l'idiot. Et vraiment, c'est quelqu'un
je trouve assez remarquable. Alors, vous trouverez rien de lui en français, évidemment. Il faut comprendre l'anglais pour le comprendre. Mais ceux qui comprennent l'anglais, vous verrez, quand il parle, il est très compréhensible. C'est pas un brillant orateur, mais il parle bien, mais il jargonne pas, contrairement à certains psys. Il est très, très accessible. Il y a un de ses principaux disciples, Brooks Gibbs, qui a fait des vidéos un petit peu plus connues encore, qui parle très vite, qui est un vrai showman et qui transmet bien ses idées. Bon, c'est les Américains qui m'ont principalement inspiré. Euh, donc, ce que je voudrais dire, moi, c'est que la méthode me vient de l'idée qu'il faut être pragmatique. La méthode me vient de l'idée qu'on ne peut pas arrêter le harcèlement, c'est-à-dire le phénomène de l'agressivité dans les groupes, de la même manière que les loups se grognent dessus et se montrent les dents pour devenir le chef. Eh bien, figurez-vous que les humains se grognent dessus pour devenir le chef de la cour de l'école ou le chef du service dans lequel on travaille ou etc., le chef de la meute, quelle qu'elle soit. On ne peut pas arrêter le harceleur non plus. Et j'en suis navré, mais c'est la vie. Pour ma part, pour l'anecdote, ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé la thérapie, c'est pour aider quelqu'un, si tu veux faire de la thérapie, si tu veux aider quelqu'un à changer, il faut 3 conditions. D'accord? Premièrement, il faut que la personne souffre d'un problème. Deuxièmement, il faut que cette personne demande de l'aide. Et troisièmement, il faut qu'elle soit prête à travailler pour que les choses changent. Vous voyez, il y a 3 choses à avoir pour pouvoir aider quelqu'un dans une thérapie. Est-ce qu'il souffre d'un problème? Est-ce qu'il demande de l'aide? Est-ce qu'il est prêt à travailler pour que ça change? Alors c'est intéressant parce que l'agresseur, est-ce qu'il souffre du problème? Bah non, lui ça va, il est en position de domination. Est-ce qu'il demande de l'aide? Bah pas du tout, il voudrait juste qu'on le laisse tranquille. Et est-ce qu'il est prêt à travailler pour que ça change? Bah non, il veut pas que ça change. Alors que nous avons avec nous une victime qui souffre du problème, demande désespérément de l'aide et est prêt à faire n'importe quoi pour que ça change. Et donc, du coup, c'est avec la victime qu'il faut travailler. Pourquoi? Parce que c'est relationnel. Et quand on change une relation, si on change une personne dans la relation, tout change. Plein de gens ont fait l'expérience ou ont vu autour d'eux. S'il y a un membre d'un couple, par exemple, qui change un moment dans sa vie, un profond changement pour lui, ça change tout, ça change le couple, ça change la famille. Et nous, on le voit bien quand les gens changent, par exemple, même pour le mieux. Quand quelqu'un, je sais pas moi, arrête de boire, quand quelqu'un sort d'une dépression, quand quelqu'un, j'en sais rien moi. Ça change tout le monde autour. Donc dans une relation duel qui s'est mal passée, qui s'est mal emboîtée, si on change un des deux, tout change. Et donc si on change la victime, tout change. Et il a envie que ça change. Donc on n'est pas obligé de le laisser dans cette posture passive. Euh, je vais passer sur les définitions du harcèlement parce que vraiment on y passerait trop de temps. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous donner quelques idées quand même. J'ai pas le temps de vous montrer vraiment une démonstration du jeu de l'idiot. J'aurais aimé vous montrer comment ça marche. Je vais vous donner quelques idées sur l'agressivité. Quand vous comprenez ces règles sur l'agressivité, vous comprenez les bases sur lesquelles j'ai fondé le jeu. Et je vous donnerai vraiment un aperçu très très bref de comment ça se passe. Mais hélas, j'ai pas le temps de développer, mais je suis prêt à prendre les questions évidemment. Il y a 3 règles à comprendre si on veut comprendre ce que ça va donner le jeu de l'idiot et comment marche l'agressivité. La première règle du jeu, la plus importante, c'est que le harcèlement, ça continue parce que ça marche. Ça continue parce que ça marche. Donc j'ai mis comme illustration une machine à sous, mais parce que en fait, si vous mettez une pièce dans une machine à sous et qu'elle crache des pièces, vous remettez une pièce, elle recrache des pièces, vous allez remettre des pièces tant que ça marche. Tant que vous avez une récompense à vos comportements, vous continuez votre comportement. On fait tous ça. Eh bien, l'agresseur, il a des récompenses comportementales. L'agresseur n'est pas un espèce de pervers qui jubile de la souffrance des autres. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. L'agresseur est quelqu'un qui a des récompenses comportementales, qui contrôle mieux son environnement, parce que bah, contrôler son environnement, c'est aussi contrôler les réactions des autres. On a tous envie de contrôler les réactions des autres qui nous entourent. C'est normal, c'est instinctif, on veut contrôler notre environnement. Si vous étiez dans la salle, je regarderais vos regards pour voir que vous suivez ce que je dis. Je surveillerais les coins de vos bouches pour voir si vous souriez à mes petites blagues, parce que je voudrais entraîner des réactions chez vous. Si vous êtes dans une relation de séduction avec quelqu'un, vous allez regarder si l'autre personne est sensible à votre charme. Quand vous voyez ce que je veux dire tout le temps, en positif comme en négatif. Et donc ça donne une sensation de contrôle de l'environnement. Quand un agresseur vous embête, que veut-il? Eh bien, il veut que ça affecte vos émotions. Il veut que ça vous touche. Soit pour faire rire, amuser la galerie, soit parce qu'il vous en veut et tiens, ça te fait mal, bah, ça me fait me venger, soit parce que ça lui donne du pouvoir. Il maîtrise le comportement des autres, c'est le chef de la meute. Donc, si la victime est affectée et que ça se voit,
Ça donne une récompense à l'agresseur et ça lui donne envie de recommencer. Et la victime est innocente de ce qui lui arrive parce qu'elle ne fait pas exprès d'avoir les réactions qui lui montrent qu'il est affecté. Alors comment on fait pour montrer qu'on est affecté? Alors pour que les gens retiennent et pour que les enfants retiennent, j'ai fait une petite règle avec un acronyme facile à retenir, c'est ABCDE. ABCDE, c'est facile, tout le monde connaît son alphabet, normalement, ça devrait aller. ABCDE, c'est 5 réactions, 5 lettres de l'alphabet qui sont les initiales de 5 verbes. Et ces 5 verbes sont les 5 réactions qu'on peut avoir, ou catégories de réactions, qui montrent à l'agresseur qu'on est affecté. Comment on fait pour montrer à l'agresseur qu'on est affecté? Eh bien, par exemple, A, c'est arrête. Si je lui dis, ah oui, il y a un petit temps de latence entre le moment où j'appuie et le moment où vous le voyez à l'écran, je m'aperçois, et avec mes excuses, mais vous allez le voir apparaître, arrête. Si vous m'embêtez et que je vous dis d'arrêter, c'est que je suis embêté. Si quelqu'un me dit, mais t'es moche et t'es nul, je dis, mais arrête. Non, mais si, t'es nul, mais arrête. Mais si, t'es moche et t'es nul, puis t'es débile en plus, mais arrête enfin. Si il voulait m'affecter, eh ben, il va continuer. Et vous voyez que c'est problématique parce que c'est ce qu'on dit aux enfants de faire. Mais dis-lui d'arrêter, dis-lui qu'il n'a pas le droit. Bah arrête, t'as pas le droit. Dis-lui que c'est du harcèlement. Mais arrête, c'est du harcèlement. Ça ne marche pas. Vous avez vu des débats politiques récemment? Arrêtez, monsieur machin, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ah bon, j'ai pas le droit de le dire? Eh ben, je vais vous le répéter alors. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on dit d'arrêter, et c'est vraiment notre premier réflexe, l'autre il dit, haha, je l'ai affecté, donc j'ai une petite pièce en récompense, je recommence. B, c'est boude. Eh oui, ça vient du très bon mais très mauvais conseil qu'on donne aux enfants. Si tu te fais embêter, ignore-les. Eh ben, ça marche pas. Alors, la plupart des enfants, quand on leur dit d'ignorer, ils boudent. Du coup, si vous me dites, bah, t'es moche et t'es bête, et que je vous dis, je m'en fous complètement, j'en ai rien à faire de ce que tu dis, vous savez que je suis affecté. Et même si je vous ignorais réellement, vous sauriez que je suis affecté. Donc, bouder, ignorer, ça dit qu'on est affecté. C'est contre-attaquer. Je vous ai déjà dit que la contre-attaque me posait des problèmes. Je signale juste que si je vous contre-attaque, c'est que je me sens attaqué. La contre-attaque est un signe que vous m'avez affecté. Donc la contre-attaque informe aussi que je suis affecté et peut lui donner envie de recommencer. On voit même des harceleurs très provocatifs qui disent à leur victime, hé, alors, t'es fâché? Vas-y, frappe-moi alors. Tu vas me frapper, c'est ça? Allez, frappe, vas-y, frappe. Enfin, pourquoi ils disent ça? Bon sang, ils pourraient se prendre un coup. Ils disent ça parce qu'en fait, même le coup qu'ils prendraient serait le signe qu'ils ont réussi à toucher les émotions de l'autre. Et ça donne une récompense psychique, ça donne de la dopamine, comme quand vous scrollez sur les réseaux sociaux. Le D, c'est la dénonciation. Bah, si je vous dénonce, c'est que je suis affecté. Si vos voisins vont voir la police parce que vous faites trop de bruit, c'est qu'ils sont affectés. Si euh, votre chef va voir le patron pour dire que vous avez fait une faute professionnelle, c'est qu'il y a un truc qui lui va pas. Dénoncer, c'est vraiment quelque chose de méchant qu'on peut faire à quelqu'un et qui montre qu'on est très embêté par cette personne. On ne dénonce pas les gens qu'on apprécie. On va leur parler. Et donc, du coup, si vous me dénoncez, je saurai que j'ai réussi mon coup quelque part. J'ai réussi à vous embêter. Et le E, c'est l'évitement. Il y a des enfants qui n'ont pas beaucoup de ressources. La seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de partir en courant dès qu'ils voient arriver leur agresseur. Mais pareil, si je m'approche, à chaque fois que je m'approche, vous vous éloignez, c'est que j'ai une influence sur vous et donc j'ai gagné. Donc, si vous faites du ABCDE, vous avez perdu. C'est embêtant, hein. C'est embêtant parce que c'est nos réflexes, c'est ce qu'on a vraiment grave envie de faire. Enfin, je veux dire, c'est la première idée qu'on a, c'est faire du ABCDE. Sauf que si vous faites du ABCDE, vous donnez l'envie à l'agresseur de recommencer. Alors, attention, on pourra encore me dire, il y a des fois du ABCDE qui marche. Oui, avec quelqu'un qui veut bien que ça marche. Si je donne un petit surnom à un copain, et qu'un jour il me dit, hey, tu peux arrêter de me surnommer comme ça, j'aime pas ce surnom en fait, moi je trouve ça un peu humiliant, tu peux m'appeler autrement. Si c'est mon ami, je vais lui dire, excuse-moi, je voulais pas te vexer, moi, pour moi c'était un surnom marrant, j'arrête tout de suite. C'est du A qui a marché. Mais si par contre c'est quelqu'un qui cherche à m'embêter, le A va pas marcher. Ah ouais, ça t'embête, attends, je vais continuer à t'appeler grosse baleine. Et voilà, et on recommence. D'accord? Donc, euh, ça peut marcher. Mais quand ça marche pas, ça empire parce que vous avez donné l'info à l'agresseur qu'il a réussi son coup. Alors comment on va s'en sortir? Alors ça, je l'ai déjà dit. Principe fondamental, l'enfant est 100% innocent, il n'est pas coupable, mais il n'est pas impuissant. Et l'adulte est un entraîneur. Le rôle, c'est pas de mener ses batailles à la place, mais de l'équiper. Alors comment on va faire pour s'en sortir? Je passe à la diapo d'après. Comment on va s'en sortir? On va s'en sortir en utilisant la communication de manière déstabilisante
pour l'agresseur. Et je m'explique, c'est toute la subtilité du jeu de l'idiot. Je ne l'explique jamais aux enfants, hein. Je les fais jouer. Je vais vous expliquer juste après, en 2 minutes. Mais je n'explique pas les règles du jeu aux enfants. Je les fais jouer. Je les explique à vous pour que vous compreniez l'état d'esprit. Globalement, quand quelqu'un se comporte gentiment avec vous, vous avez envie de vous comporter gentiment avec lui. Si vous entrez dans un magasin et que la personne vous sourit, vous dire bonjour, je peux vous aider, vous allez lui répondre gentiment, même si vous voulez pas qu'il vous aide. Si vous entrez dans un magasin et que la personne vous dit ouais, vous voulez quoi? Ben, globalement, vous n'avez pas envie d'être sympa avec cette personne. On est d'accord. Dire non, mais c'est bon, laissez-moi tranquille. En fait, bonjour déjà. Enfin, euh, et quand on y réfléchit, que se passe-t-il? Ça s'appelle la réciprocité. Que se passe-t-il dans un échange harcelant? L'agresseur arrive et me dit toi, je t'aime pas, t'es mon ennemi. Et moi, je lui réponds comment? ABCDE. Si vous y réfléchissez, ABCDE, c'est toutes des réactions hostiles. Il n'y a aucune réaction sympa dans ABCDE, hein. Il n'y a aucune réaction amicale. Je ne dis pas à mes amis d'arrêter. Je boude pas mes amis, je contre-attaque pas mes amis, je dénonce pas mes amis, je n'évite pas mes amis. Je fais ça à mes ennemis. Donc en gros, sur le plan non verbal, rappelez-vous, il me dit t'es mon ennemi, et je lui réponds ouais, c'est vrai, on est ennemis. Même quand je lui dis en pleurnichant, hein, même dire arrête, arrête, t'es méchant, tu m'embêtes, ça veut quand même dire t'es mon ennemi. Et donc ça veut dire bah, on a une relation d'ennemi, donc on continue. Et donc au niveau communication, ce qui va déstabiliser l'adversaire, c'est que je lui parle de façon non hostile. Ça va être totalement inattendu. Par exemple, s'il me dit, mais t'es vraiment moche, et que je lui réponds, ah bon, tu trouves? Ah ouais, ouais, je trouve que t'es moche. Ah ok, donc tu trouves que je suis vraiment très moche? Ah oui, carrément. D'accord, ok. Là, c'est beaucoup plus dur de répondre, parce que par contre, si il me dit, t'es moche, et que je réponds, et toi, t'as vu ta gueule, là, vous voyez bien qu'il y a des potentialités de conflit quand même, hein. Mais s'il me dit, t'es vraiment moche, et que je dis, ah bon, mais et du coup, ça te fait quoi, du coup, si je suis moche? Il dit, bah, j'ai pas envie de te regarder. Ok, donc c'est pour ça que tu tournais la tête tout à l'heure. Bah oui, c'est ça, j'aime pas te voir. D'accord. Bah écoute, ok, si tu préfères tourner la tête. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait ça? J'ai fait ce à quoi il ne s'attendait pas. Et donc, il y a plein de trucs comme ça, de répliques inattendues dans le jeu de l'idiot qu'on apprend à l'enfant, et c'est très simple à apprendre, qui sont de rester sympa pour le désarmer, qui sont de lui accorder sa liberté d'expression, alors qu'on voudrait l'en priver, on voudrait qu'il se taise, on dirait mais t'as pas le droit de dire un truc pareil. Et qu'est-ce qui se passe si on lui dit t'as le droit de le dire? Bah je trouve que t'es mal habillé. Bah t'aimes pas? C'est marrant, moi, j'aime bien, mais toi t'aimes pas alors? Bah ok, tu peux ne pas aimer si tu veux. Ouais, ouais. Ah toi tu mettrais pas ces habits de pouilleux? Ok, d'accord, bah toi tu les mettrais pas. Et je parle de liberté d'expression exprès, c'est-à-dire que c'est une métaphore bien sûr, mais dans la loi sur la liberté d'expression, vous remarquerez que la loi ne dit pas tout le monde doit penser pareil. La loi, elle dit justement, les gens ont le droit de ne pas penser comme vous. Vous êtes peut-être allé voter la semaine dernière. Statistiquement, vous n'avez pas tous voté pour la même chose. C'est sûr, statistiquement, vous êtes une centaine, c'est obligatoire que vous n'avez pas voté pour la même chose. Et pourtant, globalement, la plupart d'entre vous, vous vous dites, OK, il n'a pas voté pour la même chose que moi, mais il a le droit. On ne va pas le mettre en prison. Enfin, je veux dire, à part ceux qui votent pour. Non, pardon. On ne va pas mettre les gens en prison parce qu'ils votent différemment de moi. On ne va pas mettre les gens en prison parce qu'ils disent un truc bête, idiot ou méchant. Ils ont le droit. C'est pas gentil de le dire, et je maintiens que c'est pas gentil de le dire. Mais si je leur dis, tu as le droit de penser ça. Voilà. Et vous avez remarqué ce que j'ai dit dans mon exemple pour les vêtements. Alors, c'est des petits exemples, hein, ça ne représente pas toute la méthode. Mais je lui ai pas dit, ah ouais, t'as raison, mes habits, ils sont trop moches. Non, je lui ai dit, ah, t'aimes pas? Ah, c'est marrant, moi, je les aime bien. Ah, t'aimes vraiment pas? D'accord, bah, tu peux ne pas aimer si tu veux. Et bien, ça a l'air tout bête, mais c'est ultra désarmant. Qu'est-ce que ça va entraîner chez l'enfant? Ça va entraîner un état de résilience émotionnelle. Ça veut dire qu'il va être moins bouleversé émotionnellement. Et ça, vous pouvez très facilement le comprendre intuitivement. Imaginez que je vais à l'école tous les matins en me disant ils n'ont pas le droit de me dire ça, ils n'ont pas le droit de me dire ça, ils n'ont pas le droit de me dire ça, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Et là, on me le dit. Vous pouvez imaginer mes émotions? Je reprends la scène. Imaginez que je vais à l'école en me disant ils ont le droit de le dire. C'est pas gentil, mais ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de le dire. Et là, on me le dit. Vous imaginez mes émotions? Je dis pas que ça va rien me faire, mais ça va pas me faire aussi mal. D'accord? Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que le temps est passé. J'avais dit on avait dit qu'on parlait 1 heure, mais ça fait déjà plus qu'1 heure. C'est juste pour vous dire que ça aide les enfants à avoir le bouton de leur télécommande. En fait, c'est pas les autres qui appuient sur la télécommande de tes émotions. C'est toi qui peux réguler tes émotions. C'est toi qui peux décider de passer une bonne journée, même s'il y a des gens qui t'aiment pas. Et ça va arriver. Des fois, il y a des gens qui t'aiment pas. Bien entendu, je peux pas rentrer dans les détails. Je vous dis juste en passant que le jeu de l'idiot, c'est un jeu de rôle, en fait. Un jeu de rôle et un jeu drôle. Et c'est très important parce que j'ai présenté les choses à l'envers du fait que c'est une conférence.
on n'explique pas les règles aux enfants. Et si jamais vous lisez mon bouquin, que vous voyez mes vidéos, que vous faites la formation en ligne ou quoi que ce soit, vous verrez, on n'explique pas les règles aux enfants. On le fait d'abord jouer. On joue un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle très structuré dans lequel il va jouer le rôle de l'agresseur, je vais jouer le rôle de l'agressé. On va jouer plusieurs fois avec des règles du jeu qui vont lui permettre de voir les réponses gagnantes, en fait, en gros, et qui vont lui permettre de mimer ce qui pourrait se passer. Et il apprend par l'expérience, l'enfant. Ça sert à rien de lui faire une leçon de morale. Et une fois qu'il a appris par l'expérience et qu'il a vu qu'il y avait des moments où les insultes fonctionnent plus, là, il va avoir une curiosité sur comment ça marche et seulement là, on va lui expliquer. Donc, c'est une méthode basée sur le jeu, mais très active, très expérientielle. On fait les choses avec l'enfant, on ne lui apprend pas en position, je ne sais pas comment dire, verticale. C'est vraiment très horizontal. C'est un accompagnement vers une compétence sociale, le jeu de l'idiot. Et après, bien sûr, on pourrait complexifier. Il y a des spécialisations, on va dire. Il y a des réponses préférentielles quand c'est plutôt pour nous dominer, des réponses préférentielles quand c'est plutôt de l'humour qui a mal tourné, des réponses préférentielles quand c'est plutôt quelqu'un qui essaye de se venger d'un truc qu'il croit que j'ai fait. On va pas dire la même chose. Et puis, il y aura des réponses encore plus spécifiques dans certains cas d'agression, comme les rumeurs qui arrivent plus grands au lycée, comme l'exclusion sociale, comme le cyberharcèlement, etc., etc. Il y a des réponses un peu spécifiques, même si ça suit toujours les mêmes grands principes qui sont de déstabiliser l'autre. Et je termine juste avec cette idée. Il ne s'agit pas d'être sympa avec les autres ou de leur accorder leur liberté ou d'être gentil dans nos réponses parce qu'il faudrait être gentil avec tout le monde. L'idée n'est pas d'être gentil avec les gens parce qu'il faut être gentil. Ça, c'est vraiment un message à la limite qui concerne la morale ou je sais pas quoi. Moi, je suis pas un moralisateur. L'idée que je vous montre quand je dis qu'on peut rester sympa, bah écoute, tu as le droit de pas aimer ce que je porte, c'est juste parce que c'est déstabilisant. C'est une gentillesse stratégique, ce n'est pas une gentillesse de principe. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre parce que c'est vrai qu'on est face à des gens qui sont pas sympas. L'idée, c'est pas d'être sympa avec eux. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils arrêtent. Quand ils verront que c'est très marrant de m'embêter quand je pleurniche et que j'appelle les adultes, ils peuvent continuer. Quand ils verront que c'est pas très drôle de m'embêter parce que j'ai des réponses assez banales, assez ennuyeuses, où je dis bah ok d'accord, écoute, si tu le penses, t'as qu'à le penser, y a pas de problème pour moi. Ça va devenir très ennuyeux de m'embêter, et quand ça deviendra très ennuyeux de m'embêter, eh ben ils finiront par arrêter. Ça fonctionne plutôt bien, et comme vous pouvez vous l'imaginer, ça a aussi un aspect un peu préventif, c'est-à-dire que c'est des choses dont on arrive à parler à des enfants, même quand ils ne sont pas harcelés, au cas où ça leur arrive. Et c'est ça qui fait la force aussi de cette méthode. On n'est pas obligé de faire des réponses sur mesure à exactement ce qui m'a été dit. On peut faire des réponses adaptables à plein de réponses quand on a compris les principes. Et j'aime beaucoup cette idée de prévention, ce qui fait qu'il y a des écoles où j'ai été former des gens et ils font des ateliers de prévention avec les élèves, y compris pas harcelés. Il y a aussi des moyens que ce soit pas préventif, mais entre guillemets curatif, qu'on puisse être aidé par quelqu'un. Et ça fait de cette méthode un petit peu un truc universel. Et je vais prendre vos questions. Je vais juste terminer parce que je sais qu'après, il y a toujours des gens qui vont déconnecter au fur et à mesure. Je voudrais juste vous donner des références au cas où vous avez besoin d'aller plus loin sur le sujet. Si jamais j'ai pas le temps de répondre à vos questions ou quoi, et encore une fois, c'est vraiment pas une pub déguisée ou je ne sais quoi, vraiment, c'est pour vous donner des ressources éventuelles. J'ai donc le bouquin qui est sorti en poche, donc il vaut moins cher qu'avant. Vous pouvez éventuellement le lire si vous aimez lire. C'est la seconde édition. Je précise que ma couverture n'est pas à jour. Si vous le trouvez dans une librairie sur Terre ou sur Internet, il y a une petite pastille orange sur les cheveux de l'enfant sur la couverture qui dit nouvelle édition. Voilà, juste la deuxième édition est un peu enrichie. Par exemple, il y a le ABCDE qui n'y avait pas dans la première édition. Pour les professionnels, quand je forme des enseignants, des médecins, des soignants, etc., c'est l'institut dont je vous ai parlé, l'Institut Utile. Pour former les jeunes à ça, parce qu'on peut apprendre cette espèce de judo mental, de judo verbal, j'ai fait une formation en ligne qui s'appelle 52 semaines pour ne plus être victime et qui se trouve sur le site compsy.fr. Je présente ça comme une sorte d'activité extrascolaire qu'on pourrait apprendre aux enfants. Si vous vous dites, tiens, si cette année, au lieu d'apprendre seulement le basket ou les échecs, on apprenait comment faire face à l'agressivité. Donc c'est un programme dans lequel pendant un an, 52 semaines, toutes les semaines, il y a une page qui se débloque avec une petite vidéo qui fait une dizaine de minutes maximum, un PDF qui résume ce qu'on a appris et un quiz pour s'entraîner et un formulaire pour me contacter s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et pendant un an, comme ça, alors après on y a accès même après, hein, bien sûr, pendant un an, et je conseille de faire ça comme un temps parent-enfant, une utilisation intelligente des écrans, de se mettre avec son enfant et de passer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes par semaine à regarder une vidéo ensemble, à en discuter. Vous pouvez être d'accord avec moi, pas d'accord, vous posez des questions, et à la fin de l'année, vous en avez appris
plus qu'avec le bouquin. Donc ça peut être une ressource pour les gens qui peuvent en avoir besoin. Et sinon, tout simplement, il y a le site lejeudelidio.com. C'est un site extrêmement simple. Il y a 3 pages. Ça vous permet de nouveau d'avoir d'autres ressources gratuites cette fois-ci, pas comme les formations. La première page, c'est qu'est-ce que le jeu de l'idiot? J'ai mis des liens vers un certain nombre de conférences filmées, de podcasts dans lesquels je suis intervenu, etc., qui peuvent vous permettre d'avoir une présentation du jeu de l'idiot, comme ça, en 1 heure et demie. Dans certains, il y a des démonstrations de comment on travaille. La deuxième page, c'est comment se former. C'est les infos que je viens de vous donner. La troisième page, c'est un annuaire de praticiens. Parmi les 700-800 personnes que j'ai formées depuis que je parle de tout ça, il y en a quelques-uns qui ont accepté de figurer sur le site internet, et il y en a peut-être 200 ou 250 au total en France qui ont accepté. Et donc, il y a leurs coordonnées. Si jamais on cherche un praticien si on a besoin d'aide pour aider un enfant en particulier, vous zoomez sur la carte selon l'endroit où vous êtes et vous trouverez des praticiens. Il y en a quelques-uns à Paris, il y en a partout en France, que j'ai parcouru la France pour parler de tout ça. Voilà, je voulais vraiment vous le donner avant que tout le monde déconnecte un par un. Je vous remercie d'avoir été attentif, parce que je ne vous vois pas, mais je suis sûr que vous avez été attentif. Et je vais prendre vos questions s'il y en a. Et voilà, je fais quoi? On peut arrêter le partage d'écran éventuellement. Et au bout d'un moment, on va voir qu'on arrête le partage d'écran. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde les questions, ou vous avez... Les questions, oui. Les questions sont là. Les questions sont là. Alors, je reprends les questions. Ça, c'est les plus anciennes, peut-être? C'est les plus anciennes Voilà. et les plus... Oui. Alors, que pensez-vous de la méthode de la préoccupation partagée mise en avant par le programme phare? Je n'y vois a priori pas l'aspect sanction. Alors, j'en ai parlé très très rapidement, donc puisqu'on me pose la question, je passe 2 minutes de plus à en parler. Oui, c'est une méthode qui n'est pas punitive. C'est une méthode dans laquelle on va aller parler aux agresseurs sans les stigmatiser. On va leur parler un par un, pas en groupe, et on va leur poser une question sur la préoccupation qu'on a pour la victime. On va leur dire en gros, bah, tu vois, je suis assez préoccupé en ce moment par la situation de Chloé. Elle n'a pas l'air d'aller bien, je me demande ce qui se passe. Et on va petit à petit amener certains agresseurs à se comporter autrement, parce qu'on aura partagé notre préoccupation. Il y a au moins quelques-uns dans le groupe qui vont réagir en disant ouais, c'est vrai, on n'a pas été très cool avec elle, et peut-être qu'ils vont changer leur comportement. Je résume vraiment dans les grandes lignes. Il y a beaucoup plus de littérature là-dessus. En gros, je trouve ça très intéressant parce que ça casse les effets de groupe quand il y a du harcèlement en meute. Je trouve ça très intéressant parce que ça n'est pas punitif. Mais je trouve que ça a une limite, parce que c'est encore une méthode où c'est l'adulte qui a résolu le problème. Mais la différence avec les méthodes punitives, c'est que vous aurez compris que les méthodes punitives, je viens un peu en opposition à ces méthodes, très clairement, et je ne m'en cache pas. Par contre, avec la préoccupation partagée, on pourrait venir en complément. La préoccupation partagée pourrait gérer le groupe d'agresseurs et apaiser les effets de groupe pour que la situation s'arrête. Et parallèlement, on pourrait donner à la victime des outils au cas où ça recommence. Parce que dans la préoccupation partagée, si vous avez résolu le problème avec la préoccupation partagée, mais que 6 mois plus tard, le gamin se fait de nouveau harceler par d'autres, eh ben, la solution, c'est de recommencer une préoccupation partagée. Entre-temps, il n'a pas appris à faire face. Il a là aussi appris que c'est les adultes qui vont résoudre le problème. Donc, vous avez totalement raison. C'est une grande avancée de ne pas avoir de sanctions. Néanmoins, ça reste une méthode faite par l'adulte. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Je ne sais pas comment on fait défiler. Il faut que j'appuie là-dessus et que je fasse défiler. On parle beaucoup des pays nordiques pour leur système scolaire. Ont-ils des solutions et des programmes différents? Pas vraiment. Ils ont plein de programmes qui sont notoirement inspirés de ces méthodes-là. Et ils ont aussi une grande naïveté, je crois, par moment. Alors, moi, je suis très pour des valeurs éducatives très positives, bienveillantes, centrées sur l'enfant, etc., etc. Mais je pense qu'il y a une erreur qu'on fait, c'est tout centrer sur l'empathie et faire comme si la personne harcelait. C'est les grands. Ah, c'est en train de s'arrêter. Du coup, non. Alors, du coup, je me vois plus sur cet écran, mais j'espère qu'on me voit toujours. Est-ce qu'on me voit toujours? J'espère, hein. Bon, je vais faire comme si on me voyait toujours. On me voit toujours, Lucille? Ouais, c'est bon. Par contre, je vois plus les questions après. Je vais répondre à celle-là et après, je vois plus les autres. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, sur les pays nordiques, c'est quand même les promoteurs des approches centrées sur l'empathie. Et ces approches-là me posent question. D'abord parce que
suis pas convaincu qu'on puisse apprendre l'empathie. Et deuxièmement, parce que les harceleurs, 99,9999% d'entre eux, n'ont pas de problème d'empathie. En fait, ils ressentent de l'empathie. Ils ressentent de l'empathie pour leurs amis, pour leurs proches. Ils ressentent pas forcément d'empathie pour leurs victimes, ou peu, mais en fait, on ne ressent pas non plus tous de l'empathie pour tout le monde. Et le harcèlement n'est pas un problème d'empathie. Le harcèlement continue parce que ça marche. Il continue pas parce qu'il y a des psychopathes pervers qui manquent d'empathie. Il continue parce que ça fonctionne. Ça amène du gain social, ça amène de l'amusement, ça amène une occasion de se faire justice soi-même. C'est pour cette raison que le harcèlement marche. Donc ce qu'il faut faire, c'est casser la dynamique relationnelle du harcèlement. Pas imaginer que si d'un seul coup les harceleurs étaient empathiques, eh ben, ils arrêteraient d'harceler. Quand les harceleurs sont empathiques, parce qu'ils le sont, qu'on leur dit mais tu t'es rendu compte que ça blessait l'autre, ben oui, il le sait que ça a blessé l'autre. Il n'a pas de problème d'empathie, il a très bien perçu les émotions de l'autre, c'est pas la question. Et puis il peut très bien avoir beaucoup d'empathie pour les gens qui lui sont proches. C'est vraiment pas le sujet. Les gens qui vous harcèlent au travail et qui font preuve de harcèlement, peut-être qu'ils manquent aucunement d'empathie avec leur famille, avec leurs proches ou avec d'autres collègues. Mais il y a une mécanique relationnelle, un engrenage qui s'est mis en route, qui a parfois commencé sur une maladresse, parce que même nous, ça nous arrive d'être maladroit avec les gens et de les blesser sans faire exprès. Hein, je sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de les blesser sans faire exprès. Donc, des fois, il y a des choses qui s'emboîtent mal. Donc, ce que je reprocherais, entre guillemets, aux approches suédoises, c'est soit qu'elles sont très olvéus, elles sont très, finalement, punitives et moralisatrices, ce qui peut paraître étonnant quand on connaît l'éducation suédoise, soit elles sont toutes centrées sur la question d'apporter, d'augmenter l'empathie chez l'agresseur. Ben, ça fonctionne pas, en fait. D'ailleurs, vous remarquerez, je dis ça de façon un peu provoque, et pardonnez-moi pour ça, mais dans les exemples que je vous ai montrés, on pourrait presque dire que j'ai presque fait preuve d'empathie pour l'agresseur. Je lui ai dit, mais finalement, si toi t'aimes pas, t'as le droit de pas aimer. C'est avec lui que j'ai été sympa. C'est pas réellement de l'empathie pour l'agresseur, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait quelque chose de déstabilisant. Vous voyez. Donc ça, c'est important. Alors du coup, est-ce que j'ai d'autres questions? Je ne sais pas comment voir les autres questions maintenant. Si, il y a d'autres questions? Super, merci infiniment. À partir de quel âge peut-on faire jouer notre enfant? Super, merci beaucoup pour la question. C'est ce que je dis aussi sur la formation 52 semaines. On me demande à quel âge on peut le faire, ou les profs me disent à quel âge on peut faire du jeu de l'idiot. En général, ma réponse basique et rapide, c'est 8-16. Voilà. Pourquoi 8-16? Parce que c'est là le problème. Avant 8 ans, il y a du harcèlement, je dis pas, il y a de l'agressivité, bien sûr, et on peut leur apprendre des choses. Mais il y a deux différences principales. La première, c'est que le fait de dénoncer est moins mal vu qu'après. Un enfant de maternelle qui va voir la maîtresse, l'autre peut dire c'est pas moi, j'ai pas commencé, mais il va rarement le traiter de balance ou le punir parce qu'il a dénoncé. Plus rarement en tout cas, puisque lui-même il irait dénoncer. Par contre, à partir du CM1, CM2, voilà, donc ça devient très pertinent d'y recourir à partir de cet âge-là. La deuxième différence pour les plus petits, c'est que je ne vais pas leur expliquer tout le fonctionnement, même après avoir joué. Plus ils sont petits, plus je vais leur apprendre des réponses types. Donc par exemple, pour la formation 52 semaines, ce que je dis aux gens, c'est si vous êtes avec un enfant de moins de 8 ans, particulièrement important de rester à côté de lui pour voir les vidéos et de lui traduire. Si vous avez plus de 16 ans, et il y a des adultes qui apprennent ces outils-là, si vous avez plus de 16 ans, vous aurez juste l'impression que je m'adresse à un ado ou à un enfant, il faut que vous acceptiez que je vous parle comme ça. Voilà. Mais globalement, 8-16, c'est le bon âge. Quand on est adulte, la mécanique de l'agressivité est la même, mais il y a des différences, c'est que les insultes sont plus subtiles. On va rarement entrer dans votre bureau en vous disant t'es moche et t'es gros et tu pues. Non, en général, on va être un petit peu plus subtil que ça. On va faire des allusions, on va faire des petits sourires, etc. Mais il va se passer le même genre de mécanique. Donc, pour répondre plus précisément encore, faire jouer mon enfant, on peut le faire à beaucoup d'âges. Mais il y a des outils, comme par exemple le fait que les gens aient le droit à leur liberté d'expression et que c'est ça qui va les calmer, on peut leur apprendre même petit. Je cite souvent pour anecdote que moi j'ai expliqué ça à mes enfants bien avant que le livre sorte. Dans le bouquin d'ailleurs, le livre leur est dédicacé parce que je dis que ça a été mes premiers cobayes pour toutes les nouvelles idées que j'avais. Sur le chemin de l'école, on discutait de ça. Et il y a des choses que je leur ai expliquées très rapidement et je le regrette absolument pas. Et je donne souvent cet exemple sur la liberté d'expression. Enfin, mes enfants sont pas parfaits, loin de là. Puisqu'ils sont comme leurs parents, c'est-à-dire très imparfaits. Mais forcément, comme tous les parents, je les aime plus que n'importe quoi et j'ai tendance à les trouver probablement beaucoup mieux qu'ils ne sont en vrai. Et donc moi, évidemment, je les trouve formidables, magnifiques, c'est les plus beaux, c'est les meilleurs. Ok, je vous dis ça en étant tout à fait lucide sur leurs défauts. Hein. Mais moi, j'avais dit à ma fille, je me rappelle, je lui ai dit, bah, par exemple, moi, je te trouve très jolie, je te trouve très belle, t'es la plus belle petite fille du monde pour moi, t'es magnifique, et quand t'es arrivée dans ma vie, c'est incroyable pour moi. Moi, je te trouve très belle, mais, et là, c'est peut-être pas comme tous les parents, mais il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi.
Il y a des gens, ils te trouveront moche. Alors, elle avait 4 ans et demi, 5 ans, elle m'a regardé, elle me dit, ah bon? Bah, je dis, oui, il y a des gens, ils vont te trouver moche. Et tu sais quoi? Eh ben, ils ont le droit. Ils ont le droit. Et est-ce qu'on peut imaginer que ça affaiblit la confiance en soi? Pas du tout, ça la renforce. Si je passe mon temps à dire à ma fille, personne n'a le droit de dire du mal de toi, si un jour quelqu'un lui dit, elle va dire, t'as pas le droit. Moi, ma fille, si vous lui dites, t'es moche, alors elle est grande maintenant, elle a 9 ans, hein, elle a pas fini de grandir. Mais ma fille, si vous lui dites, t'es moche, et même à 5 ans, hein, si vous lui disiez, t'es moche, elle allait vous dire, bah, t'as qu'à dire ça. Mais si vous lui demandiez, mais est-ce que toi, tu penses que t'es moche? Elle vous aurait dit non, moi, je pense que je suis belle. Parce que les petites filles de 5 ans, elles se trouvent belles, et je sais bien que quand elle se sera une petite fille de 15 ans, elle se trouvera pas belle. Je le sais. Mais vous voyez l'idée? Donc et ça marche, hein, ça marche. Si on lui dit t'es moche, elle va dire bah ok, bah tu peux dire ça si tu veux, il y a pas de problème. Et si elle le pense, elle vous dira mais toi t'es belle. Et puis ça s'arrêtera là, parce que vous serez trop déstabilisé. Donc il y a des principes qu'on peut donner à notre enfant. Bien entendu, encore une fois, je distingue avec les agressions physiques. J'ai dit aussi à ma fille, et je lui dis aussi souvent qu'il est possible de le dire, personne ne te touche sans ta permission. Personne, jamais, sous aucun prétexte, ne te touche sans ta permission. Et si quelqu'un essaie de te toucher sans ta permission, tous les coups sont permis, hein. Tu lui frappes entre les jambes, tu lui mets les doigts dans les yeux, tu lui mords les oreilles, tu fais ce que tu as envie. Personne ne te touche sans ta permission. Par contre, si quelqu'un veut dire du mal de toi, il a le droit. Alors vous pourriez me répondre, oui, mais c'est pas gentil. Oui, c'est pas gentil, oui, c'est vrai, c'est pas gentil. Mais il y en a qui le feront quand même. Même si c'est pas gentil, il y en a qui le feront. Moi, j'ai dit à mes enfants, par exemple, j'aurais dit une fois, vous savez quoi, si un jour vous trouvez que quelqu'un est moche, vous voyez quelqu'un et vous voyez il est moche, et ben vous savez quoi? Fermez-la. Franchement, taisez-vous. Ok, il est moche, mais pourquoi lui dire? Tais-toi, tu vois qu'il est moche? Ferme ta bouche. Mais il y a des gens, quand ils vous voient moche, ils vont le dire. Donc n'insultez pas les autres, mais il y a des gens qui le feront. Donc j'en profite, hein, parce que pour moi, ça fait partie de ça, à quel âge on peut initier les gens à tout ça. C'est toutes les grandes leçons de morale qu'on veut donner à l'école. Il ne faut pas se moquer, il ne faut pas insulter, il ne faut pas être méchant. Ok, c'est bien d'apprendre la morale aux enfants. Mais on oublie juste un bout de phrase. Il ne faut pas être méchant avec les autres. Mais il y en a qui seront méchants par contre. Il y en a qui le feront quand même. Qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là? Vous allez être juste désarmé ou vous avez un truc à répondre? Voilà. Donc moi, je dis à mes enfants aussi de ne pas insulter les autres, mais je leur dis qu'il y en a qui le feront et que ce serait bien qu'ils sachent quoi faire. Et entre parenthèses, parce qu'on me posera peut-être la question, c'est pareil pour le cyberharcèlement, hein. Si vous voulez aider vos enfants à ne pas être cyberharcelés, ce qu'il faut leur dire, c'est tu vas aller sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens agressifs, parce que c'est beaucoup plus facile d'agresser quelqu'un de loin quand on est anonyme que d'agresser quelqu'un de près. Donc fatalement, il y aura de l'agressivité. Il faut que tu le saches, ça peut arriver. Il faut que tu saches quoi faire si ça t'arrive, pas dans le sens dénoncer, pas dans le sens etc. Il faut que tu saches comment répondre, ça s'apprend. Mais si tu n'es pas prêt à prendre de l'agressivité, autant ne pas ouvrir les réseaux sociaux. Je veux dire, il y en aura de l'agressivité, c'est fatal. N'imaginez pas un jour où les réseaux sociaux n'auront plus d'agressivité. Ou sinon, montrez-moi un réseau social où il n'y en a pas entre adultes. Bon courage. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. Il faut équiper nos enfants au réel. Voilà. Et ça peut se faire vraiment petit. Leur faire comprendre ça, que c'est OK, les gens peuvent le penser. C'est d'accord. Et c'est bien. Et que nous non plus, on n'est pas parfait. Ça les aide beaucoup de le voir aussi. On parle beaucoup des pays nordiques. Alors ça, j'ai déjà eu cette question-là. Il n'y a pas d'autres questions? Ah, parce que du coup, je ne vois plus les questions. Je demande aux autres personnes qui sont dans la pièce s'il y en a d'autres. Ah, il y a une autre question. Avez-vous des visuels pour communiquer dans les établissements? Pas vraiment. En général, quand je vais former les gens dans les établissements, après, il y a des gens qui créent leurs propres visuels. Donc, j'en ai quelques-uns qui ne m'appartiennent pas et qui appartiennent à des gens qui les ont créés à partir de mon travail, qu'ils citent en général, qu'ils ont la gentillesse de me soumettre avant de les publier. Je n'ai pas énormément de visuels sur le sujet, mais c'est un des sujets sur lesquels on travaille, moi et mes collègues. Comprendre aussi que le jeu de l'idiot, c'est une matière en développement. Ça fait finalement moins de 10 ans, c'est pas si long que ça, hein, à cette échelle. Ça fait 7 ans que j'ai fait la première vraie formation professionnelle avec des gens dans la salle, et c'était une vingtaine de personnes. Ça a commencé comme ça. Donc finalement, il y a encore des choses qui évoluent. Et je pense que oui, faire des visuels. Mais pour communiquer dans les établissements sur ce sujet, il faut que l'établissement soit d'accord et il faut que l'établissement soit sensibilisé. Il y a des établissements qui ne sont pas très partants pour faire ça, et il y a des établissements qui le sont beaucoup plus. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à plusieurs établissements dans d'autres régions, et je suis toujours très heureux d'aller dans les écoles pour le faire. Mais pour faire un visuel dans un établissement, il faut que ce soit porté par l'établissement. Voilà ce qu'on peut dire. Du coup,
Bon, je sais pas s'il y a d'autres questionnements. Il n'y a pas d'autres questions, mais c'est super. Ben écoutez, c'est chouette, j'ai pu répondre à toutes les questions. Est-ce que vous avez une question à me poser? Je sais pas. Parce qu'il est 20h25, on avait dit 20h30. Parce que moi, je peux encore parler, hein, si vous voulez qu'on parle de Oui, harcèlement. j'ai une question. Allez. Est-ce qu'il est quand même encore temps, lorsqu'on a un enfant qui a 18 ans, 20 ans, un jeune qui fait des études, euh, de le former et de lui dire ce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de lui dire pour rattraper le temps perdu? Alors, moi, je pense que oui, parce que je vois, je veux dire, deux choses. La première, c'est que je vois les adultes qui se forment au jeu de l'idiot et qui disent comme ils l'appliquent pour eux-mêmes. Trois choses même. Deuxième chose, j'ai des fois des adultes qui viennent me voir parce qu'ils se font agresser par leur milieu familial, par leur milieu professionnel, et je joue au jeu de l'idiot avec eux, comme avec les enfants. Alors ça les surprend, hein. Vous imaginez, vous allez voir un psy, vous discutez un peu, et au bout d'un moment, il vous dit, vous voulez jouer? Comment ça jouer? Je suis venu voir un psy. Ouais, mais vous aimez jouer? Vous aimez les jeux? Alors souvent les gens disent, bah oui, j'aime bien jouer. Ok, on va voir qui va gagner, on va jouer à un jeu. Un jeu? Vraiment un jeu? Ouais, on va jouer à un jeu, ça va vous aider. Et donc, ils sont plus surpris que les enfants. Les enfants, vous leur dites, on va jouer, ça va, ils sont contents. Les adultes plus, mais moi je joue avec les adultes. Et ça les aide. Alors bien sûr, on joue avec des mots d'adultes. Je vais pas jouer à t'es moche et tu pues, hein. Je leur demande en général de prendre ce qu'on leur dit. Euh, et, euh, et je leur apprends aussi la différence entre les attaques réelles et les attaques verbales, les attaques objectives et les attaques verbales. Sachant que quand on est adulte, il y a plus d'attaques objectives. Il y a moins d'attaques objectives violence physique, mais il y a des attaques objectives sur d'autres phénomènes objectifs, comme votre poste de travail, votre argent, votre salaire, etc. Donc c'est un peu différent, mais on peut jouer. Et puis surtout, il y a un truc que je dis régulièrement et qui, moi, me touche beaucoup, c'est que parfois, on travaille avec un enfant qui est harcelé, on fait le jeu de l'idiot en présence des parents, les parents voient que ça peut marcher, ils voient que l'enfant, il commence à voir comment faire. Et des fois, c'est en se quittant sur le pas de la porte où j'entends un parent qui me dit, bah, vous savez quoi, docteur? J'aurais tellement aimé savoir ça quand j'étais enfant. Et alors moi, rien que d'en parler, ça me bouleverse vraiment, vraiment, vraiment profondément. Je suis extrêmement touché par les gens qui disent ça parce que on sent les litres de souffrance, les kilolitres de souffrance qui traînent dans leur dos. On sent des parents qui ont très très peur pour leur enfant parce qu'ils savent ce que c'est. Ils l'ont vécu dans leur chair. Et souvent, ils en profitent pour dire, mais vous croyez que je peux l'utiliser moi aussi? Ouais, ouais, ouais. Et oui, bien sûr, on peut. C'est jamais trop tard pour apprendre cette compétence. J'ai pas eu le temps de présenter le jeu, mais vous verriez que c'est pas si compliqué. Et c'est Kalman, mon inspirateur sur ce sujet, le dit souvent. Et il dit, mais il y a des gens qui disent, mais c'est compliqué quand même. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que beaucoup de choses qu'on apprend à l'école. C'est plus simple d'apprendre le jeu de l'idiot que d'apprendre justement les équations du second degré ou le théorème de Pythagore. C'est beaucoup plus simple en fait comme compétence. Donc oui, on peut l'apprendre à un grand enfant de 18 ans et même à un grand enfant de 50 ans. Et moi, je l'ai même appris à des grands enfants de 75 ans. Parce que des fois, dans les familles, c'est pas toujours simple pour certaines personnes âgées, que parfois, bah, hein, des fois, il y a des enfants qui sont casse-pieds avec les vieux, des fois, il y a des vieux qui sont casse-pieds avec les jeunes. Hein, j'ai aussi appris à des gens comment faire face à leurs parents qui les embêtent, ou des gens comment faire face à leurs enfants qui les embêtent. Et c'est toujours le même principe. Si je dis à une personne de ma famille qui m'embête, mais arrête, tu peux pas dire des trucs pareils, tu dis tout le temps ça, moi j'en peux plus, c'est insupportable. L'autre peut être tenté de dire, ah bah oui, mais si je dis ça et que ça t'embête, c'est peut-être bien que c'est vrai. Et si je sais répondre autrement pour pacifier les situations, voilà, je pense pouvoir me vanter d'avoir deux, trois repas de Noël un peu plus calmes grâce à moi chez certains patients. Donc je pense que bien sûr, on peut l'utiliser quand on est adulte et c'est très intéressant et utile. Je pense que c'est des compétences qu'on ne nous donne pas. Comment faire face au conflit? Personne ne vous a jamais expliqué, hein. Ouais, personne ne vous a jamais dit. Alors, il y en a qui ont un talent naturel pour ça. Il y en a qui désamorcent les conflits, qui pacifient, qui font de l'autodérision, et puis ça va. Il y a des gens qui fuient le conflit parce qu'ils ne sauraient pas y faire face. Et il y a des gens qui vont au conflit. Mais les deux dernières catégories dont je vous ai parlé, c'est pour les mêmes raisons. C'est parce qu'on nous a fait croire que le gagnant du conflit, c'est celui qui crie le plus fort. Donc, soit je me sens pas assez costaud pour crier plus fort que l'autre, et donc je fuis le conflit, et je perds tout le temps. Soit je me sens vraiment très fort, je pense qu'il faut écraser les autres, et j'y vais. Et dans les deux cas, on se trompe. Celui qui est vraiment fort, au fond, qui vous paraît fort? S'il y a quelqu'un qui dit, vas-y, toi, t'es trop débile, et que je dis, quoi, personne ne me traite de débile, ok? Et si on dit, bah, toi, t'es vraiment débile, et je dis, ah ouais, tu trouves que je suis débile? Ah mais grave, t'es complètement débile. Ok, bah d'accord, écoute. En vrai, lequel des deux est le plus fort?
Vous voyez, c'est plutôt le deuxième parce qu'il n'a pas été le jouet de l'autre. Et je parle beaucoup de cette métaphore de la télécommande. Alors pour les enfants, je leur parle de la manette de jeu vidéo. Bon, on a tous joué à des jeux vidéo, même si on est adulte, mais si vous jouez à un jeu vidéo, vous avez Mario sur l'écran, vous appuyez sur le bouton, il saute, vous appuyez sur le bouton, il saute, vous appuyez sur le bouton, il saute. Et ben c'est exactement ce que fait le harceleur, l'emmerdeur, l'embêteur. C'est quoi? Bah, il appuie sur le bouton, tu t'énerves. Il appuie sur le bouton, tu t'énerves. Il appuie sur le bouton, tu t'énerves. Imagine, il appuie sur le bouton et tu lui souris. Imaginez que Mario, quand je lui demande de sauter, il s'arrête, il se retourne vers moi et il me fait un pouce en l'air. J'aurais même pas envie de m'énerver contre lui. Je trouverais ça très désarmant. Bah, c'est exactement ça le jeu de l'idiot en fait. C'est t'as plus la manette, je suis plus ton jouet, mais je suis pas méchant. Tu vas pas même pas te venger, juste cool. Ça, vraiment, c'est un truc qui sert toute la vie et il y a une philosophie derrière ça quoi. Bref, voilà. Je crois qu'on est arrivé à l'heure qu'on avait prévue. Je sais pas s'il y a encore d'autres questions qui sont apparues, mais j'en vois pas sur l'écran en tout cas. Et bon, en tout cas, voilà, vous pouvez aussi, il y en a souvent qui le font, me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram et Facebook. Par contre, je réponds quasi jamais aux messages qu'on m'envoie par message privé parce que j'en reçois trop, j'ai pas le temps. Donc, désolé, c'est pas un super moyen de me contacter. Mais voilà, peut-être qu'on aura d'autres occasions et d'autres manières de le faire. J'espère en tout cas. Je suis toujours très content de m'adresser aux parents parce qu'il y a une dimension éducative au jeu de l'idiot. Et donc, je pense que c'est important que les parents connaissent et notamment des parents dans une association de parents d'élèves, donc impliqués dans la vie de l'école et le fonctionnement des écoles. Donc je pense qu'on a enfin j'espère voilà, qu'on a des portes à ouvrir et c'est pour ça que j'avais très rapidement dit oui, oui, je viens vous causer parce que c'est pas juste parce que je parle décomptant à un micro, mais parce que je pense que c'est important. Quand j'ai commencé le jeu de l'idiot, c'était au début un petit peu destiné aux soignants pour aider les psychologues, etc., les médecins. Et petit à petit, très rapidement, dès que j'ai écrit le livre, je me suis dit la destination de ça, c'est les écoles et la destination de ça, c'est aussi les éducateurs. Et les parents font partie des gens qui éduquent, évidemment, au premier lieu. Donc, je suis très content de m'être adressé à vous, même si je ne vous vois pas. Euh, voilà. Bah, merci de m'avoir invité, en tout cas. Écoutez, ça a été un très grand plaisir de vous écouter et de la part de nous tous, grand merci parce que je crois que vous avez ouvert de nouvelles portes, nouvelles perspectives où c'est l'enfant lui-même qui se défend et déstabilise. Et je pense que nous irons probablement poursuivre et essayer d'en savoir plus pour certains d'entre nous. Je vous remercie aussi beaucoup tous d'avoir participé parce qu'il est tard et que vous êtes peut-être fatigués. Et j'ai aussi un remerciement pour notre alternante Lucille, grâce à qui la technique a très bien fonctionné et Tout ce à fait. n'était pas facile. Tout à Et fait. merci à vous tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.